So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où Simon mange son repas. On maximise notre temps aujourd'hui, OK? Où on est direct, bodybuilding style, on est direct AF, en direct du CSM / bureau de Create You. Il va vraiment falloir que j'aime. J'allais dire, il va falloir qu'on trouve une meilleure catchphrase. Ouais, mais en tout cas, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est ça. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, Michael Chagnon. Comment ça va? Salut, ça va très bien, vous autres? Oui, ça va. Merci d'être parti de Trois-Rivières pour t'en venir ici. Ah. On demande du monde de partout, c'est cool. Merci de. Je sais pas pourquoi, on dirait que dans ma tête, se déplacer plus que 20 minutes pour aller faire de quoi, c'est un chiard. Fait que de Trois-Rivières, je suis comme, merci. Genre 1h30 à chaque matin dans ton Oui, mais c'est mon podcast, j'ai pas le choix. Non, mais quand tu travaillais chez Quantum, tu partais de la Rive-Sud pour ouais. la Rive. Non, tu l'as fait toi avec, t'as déplacé, là. Oui, après ça, je me demandais pourquoi j'avais envie de me gonner. Je pense que c'est pour ça que. Ça gruge l'énergie là, quotidiennement. Là. Ah, ben oui, c'est fou, là. Au moins, là, il fait beau aujourd'hui. Bon, OK, ça suffit, la Miss Météo. Fait que, Mick, kinésiologue, tu travailles pour. Je me sais pas le nom de la compagnie pour laquelle tu travailles. Frappe Performance Athlétique. C'est ça, c'est plus du développement athlétique que plus le bodybuilding, mettons. Ben, on s'est spécialisé en développement des qualités pour la performance athlétique, mais depuis qu'on a ouvert notre propre gym, ben là, veux pas, on a élargi un peu notre type de clientèle. Fait que là, on a quand même fitness, tout ce qui est esthétique, puis un peu de monsieur, madame, tout le monde aussi là, qui s'est greffé à notre clientèle habituelle. Là. Cool. Puis t'es aussi, tu donnes la formation entraîneur avec AAT aussi. Oui, avec AAT, puis avec Expertise 360 aussi. Fait que AAT est plus le côté santé, fitness, puis Expertise un peu plus le côté performance de la formation. Là. Très cool. Puis je sais que tu donnais t'as donné des conférences aussi. Je sais que tu en as donné avec Mathieu Mélo, puis je me souviens plus c'était qui l'autre invité qui était là. Docteur Baudry. Oui, exact. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a 3 semaines. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que tu donnes des conférences aussi. Oui, j'ai présenté aussi l'été dernier avec CanFit Pro à Toronto. Fait que ça, c'était une grosse expérience. Là. C'est un gros setup, le Conventum. Là. C'est plus... je pense que c'est 800 personnes qui se présentent là. Fait que c'est vraiment impressionnant là, dans le centre-ville de Toronto. En anglais? Non, en français. Il y avait un panel francophone, puis la vérité, c'est que je suis allé là pour remplacer Christian Thibodeau. Okay. Christian s'était déchiré quelque chose dans l'épaule quelques semaines avant. Là, fait qu'à 3 semaines de délai, ils m'ont demandé si je pouvais remplacer Chris avec son sujet à lui. Là. C'est quand même pas des petits souliers à remplir. Non, c'est ça. Thibodeau, exactement. Fait que en ça plus, venait avec son sujet à lui, pas comme parle de quelque chose que toi, t'es bon, tu connais. Là, comme non, tu sais, je suis suffisamment proche de Chris pour qu'on puisse prendre le temps là, d'en discuter un peu. Puis ça reste que la théorie, c'est la théorie. Là, fait qu'une année... ça se présente bien quand même, là, mais oui, ça a été une bonne expérience. Là. Surtout 3 semaines avant. Là. C'est ça, c'est très cool comme délai. OK, on va élargir la parenthèse. Là. En fait, j'y allais déjà pour présenter, mais sur l'heure du dîner. Okay. Puis j'avais comme 30 minutes à présenter. Puis là, ils m'ont appelé et dire, bon, ben après toi, c'est Christian, il peut pas être là, on va mixer les deux ensemble, mais faire 1h30 à la place. Fait que tu sais, j'étais déjà sur place, là, c'est pas... OK, c'était pas complètement sorti de c'était juste allonge en greffant le sujet à Chris, puis on va te mettre sur la plage horaire de Chris à la place. Là. Fait que à l'entrée, c'était encore écrit Christian Thibodeau, mais c'était moi qui étais là. Alright. Puis pour les gens qui ne connaissent pas ou peu comme moi, peux-tu te présenter ton parcours? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je viens de Granby. J'ai fait tout mon secondaire à Granby, puis j'ai déménagé pour jouer au football à Trois-Rivières. Fait que, quand je dis que je viens du milieu sportif, ben moi, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher l'entraînement. C'était pour améliorer mes performances au foot. Puis là, ben, au travers de mon parcours du cégep, que je m'étais inscrit en génie électrique, je me suis rendu compte que c'était pas ça pantoute que je voulais faire. Puis au bout d'un an, j'ai abandonné. Puis toutes mes journées étaient bâties autour du gym dans le but de me représenter au camp de foot là-bas puis d'améliorer mes performances. C'est avec l'orienteur au cégep que là, j'ai découvert la kin, puis etc. Fait que j'ai fait mon bac en kin à Trois-Rivières. Puis tout de suite, en terminant mon bac, il y avait une place d'ouverte. C'est l'Académie des sportives, c'est l'Académie des estacades à Trois-Rivières, qui est le plus gros programme de sport-études au Québec. C'est le 3e plus gros au Canada. Fait que quand nous, on a commencé là, il y a 13 ans, ça ressemblait à 450 élèves en sport-études. Fait qu'eux, ils font 2 périodes par jour de sport, puis 3 périodes par jour d'école. Puis avec le temps, quand on a quitté il y a 3 ans, ben là, on était rendu à 1000 élèves en sport-études. Là. C'est ça, exactement. Fait que ça l'a triplé d'envergure, doublé d'envergure un peu plus. Aujourd'hui, ils sont 1200 là, autour de ça. Fait que c'est vraiment énorme comme programme. Puis nous, on s'occupait de la préparation physique là, de tous les sports, disciplines, etc. Fait qu'on était 2/3. On a toujours eu quelqu'un qui gravitait autour de nous, mais à temps plein, pendant toutes ces années-là, on était 2. Puis c'est avec ce collègue-là qu'on a décidé, là, il y a 3 ans,
quitter la job stable et gérée par une entité scolaire pour se partir à notre compte. Là. Dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, exactement. On le faisait déjà part-time parce qu'en dehors des heures d'école, on louait la salle d'entraînement de l'école, on avait notre clientèle, on avait commencé du online depuis 2020. Fait que là, c'est 2 ans après qu'on a décidé de partir vraiment le gym à nous puis faire ça à temps plein complètement. Là. Puis comment ça se passe là, depuis que vous avez commencé à votre compte? Ça va bien pour vrai. Puis comme je disais tantôt, il a fallu un peu élargir notre clientèle parce que veut pas les athlètes, premièrement. Il n'y en a pas tant que ça. Trois-Rivières, ça reste un beau milieu parce qu'on est vraiment centré, c'est la région centre du Québec. Fait on est vraiment la place centrale entre Montréal puis Québec. Fait qu'on a quand même un bon bassin athlétique, surtout la relève du sport-études, qui est quand même le plus gros programme au Québec. Fait sauf que les athlètes ne sont pas là à temps plein. T'sais, à moins de travailler avec une équipe au complet, les athlètes, souvent, c'est des étudiants, sont à l'école à l'extérieur. Fait c'est des blocs de 8, 10, 12 semaines, 16 si on est chanceux qu'on a avec eux. Fait que tu ne peux pas bâtir une clientèle annuelle juste avec des athlètes. Fait que c'est là qu'on a ouvert un peu, sans dire notre champ d'expertise, mais la clientèle avec qui on travaille, mais veut pas les gens qui viennent à notre gym, soit que c'est des anciens athlètes qui veulent continuer un peu dans ce milieu-là, ou c'est du monde qui sont tannés des gyms plus commerciales qu'on voit habituellement, puis qui veulent une ambiance, justement, plus de performance, mais avec leurs besoins personnels à eux. Là. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé de te spécialiser dans le développement athlétique? C'est mon bagage personnel. Fait que, moi, quand j'ai voulu passer au prochain niveau sportif, j'aimais vraiment l'entraînement. Je m'entraînais pour améliorer mes performances, mais je m'entraînais dans un gym de fitness, de bodybuilding, puis j'utilisais pas nécessairement les bons outils pour me permettre d'améliorer ces performances-là. Puis quand je m'en suis rendu compte, c'est vraiment là que la passion pour l'entraînement sportif s'est développée. Puis moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est justement fournir les bons outils avec ces athlètes-là pour qu'eux aient la chance d'atteindre le prochain niveau. Là. Puis comment tu juges que la kin spécifiquement t'a aidé là-dedans? Puis je vais dans le sens où j'ai quand même parlé à plusieurs kin dans les dernières années, puis un commentaire qui revient souvent, je trouve, c'est bien parce que tu vois un peu de tout, mais c'est spécialisé dans rien. Ouais. Fait que, tu sais, pour vraiment, comme toi, te spécialiser vers le côté développement athlétique, comment que la kin t'as-tu aidé beaucoup? Il a fallu que toi-même, de ton bord, tu fasses un peu plus de recherche. Moi aussi, j'entends souvent, tu sors avec un bac en kin, mais tu connais finalement pas grand-chose. Tu connais la base de plein de choses. Ouais. La réponse rapide, ça va être aucunement. Aucunement quoi? Aucunement aidé dans le monde de la performance sportive. Mais, tu sais, moi, je vois le bac en kin plus pour solidifier tes bases, puis ça te force à, je vais le dire comme ça, apprendre à apprendre. Ouais. Tu sais, aller à l'école pour apprendre, te développer des méthodes d'apprentissage, de travail, etc. Puis, c'est vraiment par après. Puis même pendant mon bac, j'ai fait mes PICP avec Charles. Fait niveau 1, niveau 2. Jadis, Charles Poliquin, pour exactement. ceux qui ne connaissent pas. Puis tout de suite, en sortant mon bac, après ça, j'ai fait ma biosignature, etc. Puis j'avais déjà fait des formations avec Chris. Puis j'avais déjà commencé pendant le bac. Puis d'ailleurs, parenthèse, avec Chris, c'est quelqu'un que je me suis rapproché de lui avec les années, mais sa première job, ça a été au sport-études, où est-ce que moi, j'ai commencé. Puis quand j'étais au cégep, je m'entraînais le gym le soir, après les heures d'école, pour aller jouer au foot. Puis lui, il se trouvait être le préparateur physique de l'équipe de football là-bas, sans que je sache qui était Christian Thibodeau. Puis, rendu à l'université, j'ai commencé à lire des livres, le fameux livre noir des secrets d'entraînement de Christian. Puis là, je regardais les images, puis je me disais... Chris, c'est le gars du gym avec qui je m'entraîne le soir. Il n'est pas avec Paul Carter, justement, ce livre-là? Non, ça, c'est juste Christian. Okay. Le livre avec Paul, c'est quand même récent, là, le livre sur l'hypertrophie. Ouais, c'est ça. Mais la Bible de Christian, c'est son secret, le livre noir des secrets d'entraînement qu'il a écrit au début des années 2000. Oui, c'est un bout. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est là que j'ai fait le lien avec la performance, puis que j'ai commencé à suivre Chris, puis faire les formations avec lui, puis etc. Fait que oui, le bac en kin t'amène une certaine base, une base de biomécanique, une base d'anatomie, une base de relation avec le client. Mais côté planification d'entraînement pour la performance, c'est vraiment focal. Puis ça, on reçoit des stagiaires dans notre milieu à chaque année, entre 1 et 4, on va dire, là, annuellement. Puis c'est quelque chose qu'on mentionne à l'université à chaque année. Tu sais, quand ils nous demandent comment sont les étudiants quand ils arrivent chez vous, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Fait que là, ils nous disent, c'est à ça que ça sert le stage. Oui, tu as raison, mais en même temps, je pense que ça pourrait être bien pour le milieu de la kin, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité de gens qui se dirigent vers la kin, qui viennent du milieu du fitness, puis que c'est vers là qu'ils s'en vont aussi.
puis qui se disent, moi, je vais aller chercher mon papier universitaire pour me donner de la crédibilité dans mon métier, ben, je pense que ça pourrait être bénéfique pour le cheminement des étudiants en kin, vraiment d'avoir un volet plus performance ou juste entraînement en salle de musculation. Oui, définitivement. Puis c'est drôle parce que justement, j'ai parlé à beaucoup de soit vraiment des kinésiologues ou des gens qui étudiaient en kin dans les dernières années. Puis des fois, on parlait d'affaires peut-être un petit peu plus pointues ou spécifiques, un petit peu plus poussées à travers l'entraînement. Puis il était comme, on voit pas ça pantoute ici. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où je trouve ça dommage parce que, tu sais, on s'entend, je suis pas kin, mais j'encourage les gens à étudier et s'éduquer en général. Moi, je me considère un peu plus autodidacte à ce niveau-là, mais j'encourage beaucoup ça. Mais ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec. Parce que si tu as envie d'être entraîneur, surtout plus pour le côté fitness, tu vas avoir des bases, mais c'est pas en kin que tu vas apprendre ça. Là. Non, c'est ça. Après ça, c'est de voir avec la clientèle que tu vas travailler, comme tu dis, puis question d'assurance, puis etc., qui peuvent amener un plus, mais vraiment compétences professionnelles dans le milieu des gyms. Le bac en kin n'est pas fait pour ça. Mais par exemple, dernièrement, il y a Pierre-Olivier, puis là, je vais pas être en mesure de dire son nom de famille, là, mais qui a parti un programme au Cégep. C'est une attestation d'études collégiales sur l'entraînement en salle d'entraînement. Fait que tu deviens un technicien de salle d'entraînement. Fait qu'il y a sa première cohorte là, qui vient de commencer au Cégep de Granby. Il est supposé en avoir une au Cégep de Sainte-Foy aussi. Fait que ça, je pense que ça peut être un beau plus pour des entraîneurs de plancher dans le gym. Éventuellement, est-ce que ça va devenir un prérequis pour le bac en kin? Les années nous le diront. Mais ça, je pense que c'est un beau parallèle entre, j'ai-tu vraiment le goût de faire 3-4 ans de bac à l'université pour ce que ça va m'apporter dans le milieu que je veux travailler versus celui-là qui est 1 an et demi à temps plein, mais qui te donne des compétences suffisantes pour dire, ben moi, je suis un entraîneur de plancher. C'est une belle façon de commencer. Là. Je sais pas si ça va être un prérequis, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en vont dans la kin, plus pour le côté peut-être réadaptation, physio aussi. Là. C'est ça. Ben, le côté kin est vraiment bâti pour la clinique. Ouais. Le côté clinique du kinésiologue. Là. Je présume qu'il y a. Ouais, c'est ça, je présume qu'il y a le côté. Ben là, ça va probablement plus être le côté maîtrise, doctorat, si jamais tu pousses plus loin, mais tu sais, plus le côté comme laboratoire, études, comment interpréter des affaires comme ça aussi. Là. Par rapport à? Par rapport au bac en kin, c'est pas nécessairement du pratique que tu vas voir tant que ça. Non, c'est ça, exactement. Ben, en fait, du pratique, moi, dans mes 3 ans, mis à part mes stages, j'en ai pas eu. Là. C'est ça. Il y a des années où il y en a eu parce qu'il y avait des profs qui amenaient ça dans leur plan de cours, mais moi, dans mes 3 ans, j'en ai pas eu. Là. C'est ça. Hey, le gros de pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, puis de pourquoi je t'avais lancé l'invitation, puis tu pourras nous en parler un peu plus, on l'a comme teasé à la fin du dernier podcast, c'est que justement, on avait eu une conversation initialement par rapport à, on parlait du temps sous tension. Ouais. Où est-ce qu'on avait eu les deux, je pense que d'emblée, on avait comme une opinion un peu différente par rapport à ça. Puis on a juste été capable d'avoir une conversation super ouverte par rapport à comment toi tu voyais ça, comment moi je voyais ça, puis à la fin, on est arrivé avec un genre de consensus. Ce qui nous a mené à... Je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de, justement, c'est des blank statements, c'est du noir ou du blanc, c'est comme ça fait ci, puis il n'y a pas de place à la nuance, il n'y a pas de place au contexte. Puis je trouve que c'est quelque chose qui, tu sais, on parle qu'il y a beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux, les gens sont mêlés tout le temps, puis ils savent plus qui croire. Fait que je pense que ça manque de transparence, ça manque de contexte puis de nuance. Fait que, tu sais, parle-nous-en un peu, là, parce que je pense que tu le vis toi aussi de ton bord avec... Ouais, puis en fait, tu sais, c'est vraiment là que je voulais aller avec votre podcast aujourd'hui. Tu sais, les médias sociaux, moi j'ai longtemps dit que les médias sociaux, c'était une des meilleures choses qui était arrivée au milieu d'entraînement parce que ça a permis un partage d'informations qui est incroyable. Tu sais, tu recules il n'y a pas si longtemps pour avoir l'information sur l'entraînement, il fallait que tu ailles à la bibliothèque. Ouais. Ou tu l'apprenais sur le terrain d'un gym. Mais si tu voulais de quoi de scientifique, c'était à la bibliothèque qu'il fallait que tu ailles. Là, aujourd'hui, on a un partage avec Internet qui est exponentiel. On a accès à tout. Mais la façon que les médias sociaux sont faits, depuis TikTok, on va dire, c'est tellement rapide comme consommation. Tu sais, je l'ai dit avant qu'on arrive en nombre, moi, je considère ça comme du fast-food intellectuel. Puis si tu n'arrives pas à créer la confusion ou l'intérêt ou de choquer l'auditeur, ben, il n'écoutera pas ce que tu as dit, puis c'est plate, mais la nuance, c'est ce que la majorité des gens ont besoin dans leur parcours, puis c'est plate à entendre. La nuance, c'est pas sexy. C'est ça. Puis tu sais, dernièrement, les médias sociaux sont devenus hyper piqués dans l'information, puis c'est hyper avancé comme information. Pourquoi? Parce que les gens ils essaient de se démarquer, puis moi, je suis donc intelligent de partager ce type d'informations-là, mais le monde qui prenne leur information sur les médias sociaux pour améliorer leur connaissance personnelle ou leur propre programmation, c'est
pas de ça qu'ils ont besoin. Là. Ils ont besoin de mieux comprendre les bases, mieux comprendre comment eux fonctionnent personnellement. Puis éventuellement, ils vont en arriver qu'à utiliser des méthodes hyper avancées ou hyper spécifiques, mais c'est pas ces médias sociaux qui vont aller chercher cette information-là. Puis je trouve que c'est vraiment plate la façon, tu sais, je vais dire, mettons, 1 an-ish et 2 ans, là, que ça a tourné les médias sociaux de consommation ou d'essayer de se démarquer par mon paraître versus ce que je partage réellement comme information. Tu sais, même moi, là, je les descends mes fils de médias sociaux, puis j'écoute de l'information, puis je me dis, tu sais, c'est bon ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas applicable à personne. C'est ça, exact. Qui t'essaie de convaincre en partageant cette information-là? Toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une affaire qu'on a dit à la formation qu'on a donnée en fin de semaine passée, où est-ce que, tu sais, il y a une des personnes qui était là qui m'avait posé une question, tu sais, comment tu vois ça par rapport à ce que telle personne a dit versus ce que telle personne a dit. Tu sais, mettons, on prenait 2 personnalités connues puis qui ont des philosophies différentes. Tu sais, mettons, vous autres, vous situez où par rapport à ça? Puis une affaire que je disais, c'est que garde en tête que les réseaux sociaux, c'est un brand. C'est ça. Les gens poussent un brand. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile de vendre un brand quand tu dis des affirmations noires ou blanches parce que c'est que, tu sais, mettons, je vais prendre un exemple typique. Je sais pas si tu suis un peu Mike Israetel, mais tu sais, lui, il est très team full ROM, genre full range of motion, partout. Puis je suis comme, ben OK, dans certains contextes, ça peut être vraiment pertinent. Dans certains contextes, je verrais pourquoi tu voudrais faire un peu plus un genre de partial range, dépendamment de l'objectif. Sauf que ça crée un mouvement. C'est ça. Il y a bien du monde qui s'identifie à ça après, puis ils sont comme, moi, j'aime ce gars-là. Fait que moi, ça fit bien avec ma philosophie puis ce que j'aime faire. Fait que moi, je vais être team full ROM. Puis là, après ça, il y a du monde qui vont essayer de s'obstiner contre ce que lui va dire. Puis il n'y a même pas besoin de rien dire. Il y a un crowd de monde en arrière qui vient le supporter. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire ça quand tu es juste dans la nuance parce que c'est pas sexy. Le monde accroche moins à ça. Fait que je suis comme, tu sais, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, gardez toujours un esprit un peu plus ouvert parce que il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est applicable 100% du temps dans 100% des contextes? Non. C'est ça. Puis, est-ce que, tu sais, il y a l'autre camp aussi qui est plus basé sur l'intensité, puis etc. Mais pourquoi la vérité, elle se trouve pas dans le milieu des deux, justement? Exact. Puis, tu sais, je pense que les gens, comme tu dis, son crowd qui le suit en arrière de lui, puis qui font juste le suivre aveuglément, ben, au final, ils n'ont absolument rien compris de comment on applique la théorie avec ça. Puis, tu sais, je l'avais dit dans la conférence avec AT il y a 2 semaines, s'il fallait appliquer nos plans d'entraînement théoriquement, comme la science nous le dit au jour le jour, pour vrai, c'est plate en tabarnane de s'entraîner. Là. C'est vraiment plate. Puis qu'est-ce que les gens recherchent à l'entraînement à la base? Moi, j'ai un client qui vient me voir et qui me dit « Moi, je veux gagner de la masse musculaire. » Fine, on a combien de temps, etc. Mais au final, s'il n'aime pas son programme, là, il le fera pas. Il va lâcher son suivi avec moi, il va aller voir quelqu'un d'autre. Puis il n'atteindra jamais ses objectifs si à la base, il n'y a pas de plaisir à l'entraînement, à moins que tu travailles avec une clientèle qui est hyper nichée, qui ont des objectifs très concrets de composition corporelle pour un objectif qui est mesurable dans le temps court. Là. On parle d'un maximum 10-12 semaines. Tu sais, les gens, à moins d'avoir un objectif hyper concret, à la base, ce qu'ils veulent, c'est avoir du plaisir à l'entraînement. Puis si tu n'arrives pas à leur fournir ce plaisir-là, ils vont juste abandonner ou aller voir ailleurs. Fait que, appliquer la science telle qu'elle, théoriquement, ben souvent, justement, c'est pas applicable telle qu'elle, théoriquement, avec une majorité des gens avec qui on travaille. Là. Puis à date, la science, ça dit quoi, les boys? Par rapport à quoi? Par rapport à l'entraînement. Hey, la science, là, elle change tellement rapidement qu'on n'est même pas capable de l'appliquer à long terme en plus. Mais mettons votre argument là, par rapport au temps sous tension. Au temps sous tension. Ben, moi, j'avais fait une publication pour dire que si tu ne jures que par le temps sous tension pour parler d'hypertrophie, tu n'as rien compris à ce que c'est le temps sous tension. Puis si tu dis que le temps sous tension, ça sert fuck all dans l'hypertrophie, ben tu n'as rien compris non plus au temps sous tension. Puis là, en dessous, je donnais des exemples, puis j'avais soulevé le point qu'il y a certains muscles qui peuvent demander des temps sous tension qui sont différents. Puis c'est là que Simon m'a approché pour dire, tu peux-tu m'en nommer des muscles qui sont différents ou des sources, etc. Ben c'est ça j'avais dit. C'est parce que de la manière que je l'avais compris, c'était... Certains groupes musculaires auraient comme des meilleurs gains s'il y avait peut-être un temps sous tension plus élevé. Puis, je t'avais écrit en disant, pour vrai, si tu connais comme des études ou whatever qui a démontré ça, j'en connais pas. Je serais genuinely comme intéressé d'aller le voir parce que j'en connais pas. T'sais. Non, puis
je pense même pas qu'on en trouve des études qui vont dire ça parce que c'est pas ça qu'ils cherchent quand ils font l'étude. Tu sais, au final, quand tu fais une étude, tu trouves ce que tu cherches. Mais c'est là où ce que je dis, c'est tu sais, l'art d'entraînement qui s'est perdu dernièrement par le fait qu'on suit la science de manière aveugle. Ben justement, tu sais, c'est là où ce qu'on en a discuté. Puis le point que j'ai apporté, c'est les plus petits muscles qui sont souvent synergiques dans tes mouvements, que tu n'es pas habitué de contracter. Puis là, je donnais l'exemple du del post sur tout ce qui est tirage, etc. Ben, c'est souvent un muscle accessoire dans tes mouvements de tirage. Quand tu viens pour l'isoler, ben Chris, t'es pas efficace. T'es pas bon parce que lui, il n'est pas habitué de travailler seul. Puis du moment que tu te mets à charger trop lourd, même si tu isoles avec le meilleur exercice au monde, ton rear delt, du moment que tu vas arriver proche de l'échec, ben ton corps va toujours chercher le patron facilitant. Puis c'est là que les rhomboïdes vont embarquer, puis ton trapèze va embarquer, etc. Fait qu'avec ce genre de muscle-là ou de mouvement-là, ben il faut que tu prennes un peu plus ton temps, puis que tu ailles dans une braquette de répétition qui est plus élevée pour pas avoir un challenge en partant puis risquer une compensation. Fait que, tu sais, c'est comme ça que j'apportais l'importance du temps sous tension. C'est pas de dire 40 à 70 secondes, c'est obligatoire pour bâtir du muscle. C'est pas ça. Si c'est ça ton discours, ben, t'as pas plus compris comment l'appliquer. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que je trouvais que notre conversation était intéressante parce que ça m'avait fait voir. Tu sais, j'étais 100% d'accord avec ce que tu disais. Ça me l'avait juste fait voir comme d'un angle différent. Puis c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est une affaire qu'on disait dans la formation qu'on donnait en fin de semaine passée aussi. C'est juste, tu sais, garder toujours l'esprit ouvert. Puis je disais, plus vous êtes capable de, avoir l'esprit ouvert, mais deux, avoir des discussions avec du monde qui ont l'esprit ouvert puis qui ont peut-être des opinions différentes, plus vous allez apprendre parce que vous allez juste voir des angles différents, des affaires auxquelles vous n'avez pas pensé. Puis j'étais comme, tu sais, ça, c'était exactement ça. Tu sais, moi, au début, je le voyais comme, ben, mettons, OK, ton temps sous tension plus élevé ne te donnera pas nécessairement plus de gains. Mais c'est pas tant une question que le temps sous tension, spécifiquement en tant que métrique de temps, va te donner plus de gains. C'est juste que si avoir un temps sous tension qui est un petit peu plus élevé fait en sorte que tu compenses moins, tu es capable de garder un meilleur contrôle puis une tension plus ciblée sur le groupe musculaire que tu veux travailler, ben ultimement, tu vas avoir des meilleurs gains. C'est pas le temps sous tension, c'est juste ça a potentialisé un meilleur recrutement puis un meilleur contrôle. C'est la façon que tu as appliqué ton temps sous tension dans un contexte précis. Exact. C'est ça. Puis à l'opposé, puis je l'avais donné dans l'exemple de mon pose, ben pourquoi je ne gagne pas de masse à faire un saut vertical si le temps sous tension n'est pas important pour gagner de la masse? Ben parce que j'ai pas suffisamment de tension assez longtemps pour bâtir du muscle. Fait que, tu sais, les deux extrêmes ont toujours tort au final. Là. C'est ça, puis c'est pour ça que ça manque beaucoup de contexte. Puis tu sais, mettons, on parlait de Paul Carter un petit peu tantôt, tu sais, moi c'en est un que je suis beaucoup puis que j'aime bien, mais même lui, des fois, je trouve qu'il manque de contexte beaucoup dans ses affaires, puis ça va être juste parce que lui... je pense que des fois, il essaie trop d'appliquer au quart de tour ce que la science dit, puis je trouve qu'il peut manquer un peu de contexte. Mais du moins dans ses pauses, parce que le pire, c'est que je l'écoute en podcast, puis c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu se partir un podcast. C'est beaucoup plus facile d'ajouter du contexte quand tu parles pendant 2 heures que quand tu fais un pause de comme 60 secondes. Mais je trouve que même son contenu, ses réseaux sociaux, tu sais, lui, il a tendance à être un peu clickbait, puis je veux dire, à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Là, tu vas aller chercher des yeux, là. Mais c'est ça c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, c'est que c'est très facile d'être clickbait, de juste attirer qu'est-ce qui va accrocher l'œil, puis de finalement de manquer de contexte, puis juste de l'appliquer sans comprendre. Tu sais. À sa défense, par contre, comme je l'avais déjà mentionné dans un autre podcast, ce qui fonctionne, c'est le clickbait parce que c'est ça que les gens demandent. Si les gens commençaient à mettre leur attention sur le contenu qui est nuancé, ben les gens n'auraient pas le choix de commencer à faire du contenu nuancé parce que c'est ça que les gens demanderaient. Mais là, les gens, ce qu'ils demandent, c'est du clickbait. Fait que je veux dire, si t'es tanné de voir des trucs de clickbait, fais juste arrêter d'encourager ça. Puis c'est là que je disais tantôt, les médias sociaux, c'est une des meilleures choses qui est arrivée au monde de l'entraînement, mais aujourd'hui, c'est probablement la pire. Ouais, puis c'est pour ça que je trouve ça cool que, tu sais, il y en a du monde qui font beaucoup de nuances. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, tu sais, mettons, Lane Norton. Ouais. Il est souvent vraiment beaucoup dans la nuance, puis comme, OK, mais ça, c'est dans tel contexte, puis de telle manière, puis je suis comme, tu sais, le gars, il est rendu avec un peu plus qu'1 million de followers, mais il est là-dedans depuis 20 ans. Ouais. Tu sais, comme, il y a personne qui blow up sur les réseaux sociaux avec du contexte. Lui, il est juste là parce qu'il y a de la notoriété depuis le temps qu'il l'a. Mais même Lane, si on recule il n'y a pas si longtemps, il a quand même bâti son image de gars tempéré
en ayant des balises très, très précises. Puis, tu sais, il traitait le monde qui n'avait pas la même opinion que lui de zélote. Ouais. Ben, tu sais, il s'est quand même bâti une image puis une autorité dans son champ d'expertise à lui. Aujourd'hui, il peut se permettre d'être plus nuancé, puis c'est à son avantage, justement. Oui, mais c'est ça. C'est le bout où est-ce que, tu sais, ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est toujours de, justement, comme je disais, garder un esprit ouvert le plus possible, de ne pas s'arrêter directement à « Ah, c'est ça qu'il dit, ça s'applique exactement comme ça, puis comme j'ai pas trop besoin de me questionner ». C'est toujours une question de contexte. Puis justement, on le voit partout avec l'entraînement. Tu regardes du monde comme Mike Israetel, Paul Carter, je sais pas, Joe Bennett, Cassim Hansen. C'est tout du monde qui va avoir des philosophies un peu différentes. Puis la réalité, c'est que la vérité se situe Quelque à quelque part part. dans le milieu de tout ça. C'est ça. T'sais, moi, je l'ai toujours dit dans mon parcours personnel. Je suis allé voir du monde en conférence ou en formation. J'ai acheté des formations du monde que j'avais aucune affinité avec leur contenu ou leur façon d'amener l'entraînement du côté de la performance, mettons. Là. Mais j'allais les voir pareil parce que, veux pas, sont quand même rendus à ce niveau-là parce qu'ils font de quoi de bon. Là. Ils ont tiré leur épingle du jeu, ils fonctionnent, ils ont des résultats avec leurs clients. Qu'est-ce que je peux aller chercher de cette personne-là qui va me permettre d'aller, même si 90% de ce qu'il fait, ça me rejoint pas, moi, dans ma méthode de travail, ben, le petit peu que je vais aller chercher, ça va me bâtir ma façon de travailler à moi. Puis c'est en allant chercher le positif et le négatif d'un peu tout le monde qui donne de la formation ou de l'information comme ça, que tu arrives à te bâtir un peu, toi, ton noyau autour de toi, de ce qui fonctionne puis de ce qui fonctionne pas. Tu sais, j'ai ouvert un gym avec mon collègue que ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. 14 ans. Je le vois plus lui que ma femme puis mes enfants. On n'a pas la même manière de travailler. Lui, il a son bagage personnel. Il vient des milieux de sport de combat, de sport de blessure, etc., du MMA. Puis il a une approche depuis quelques années qui est beaucoup plus conservatrice que la mienne, puis prévention de blessures, puis etc. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé toute sa carrière à lui. Moi, je viens du milieu du football, que c'est hard, puis tout le temps plus. Fait que moi, j'exige de mes athlètes toujours plus, puis ça fait mal. Ta gueule, pouce, OK? Mais, tu sais, ça fait partie de nos bagages personnels. Puis on travaille ensemble quotidiennement. On a des manières de planifier nos choses qui sont différentes, mais au final, on a des résultats tous les deux. Puis tous les deux, on apprend de l'autre quotidiennement. Tu sais, moi, c'est pas rare là, que je le regarde travailler puis que je me dis, qu'est-ce c'est donc bien cool comment il approche ça avec son client. On va se jaser tantôt. Je vais l'amener dans ma méthodologie, moi aussi. Là. Fait que je pense que non, on ne peut pas faire ça avec les médias sociaux, mais si les gens veulent vraiment apprendre sur l'entraînement puis se développer comme ça, bien, de manière, tu n'as pas le choix de prendre un pas de recul de l'information que tu reçois puis de dire, bon, mais qu'est-ce que je peux aller chercher de lui? Qu'est-ce que je peux aller chercher de lui? Puis toi-même réussir à te faire une tête là-dedans. Là. Oui, 100%. Puis ça, c'est une affaire. Je me suis fait poser la question dans mon Q&A cette semaine, puis on s'était fait demander, tu sais, il y en a de plus en plus des formations pour devenir coach. Fait que, tu sais, on demandait, tu sais, qu'est-ce que vos formations ont de différentes de celles des autres. Puis je pense qu'un des points forts que nous autres, on a, c'est que, tu sais, on est 3 coachs en même temps sur place pour donner la formation. Puis je disais, tu sais, pour probablement 85-90% de ce qu'on enseigne puis de ce qu'on dit, on a pas mal la même philosophie puis on le partage de la même manière. Mais je dis, il va y avoir un 10-15% où est-ce qu'on va avoir des opinions différentes, on va avoir des préférences personnelles basées sur ce que nous, on aime faire, ce qu'on a déjà fait avec nos clients, le genre de résultats qu'on a obtenus. Fait que je dis, c'est arrivé plusieurs fois durant la fin de semaine que, mettons, quelqu'un nous posait une question, puis chacun notre tour, on était comme, ben moi, je le fais de telle manière, parce que telle affaire. Frank, lui, il le faisait de telle manière, parce que telle affaire. Nick, il le faisait... Fait que, tu sais, on était comme... On a juste des... Puis on le dit super ouvertement. On a 3 manières différentes de travailler là-dessus. Puis il n'y en a pas une qui est fondamentalement meilleure que l'autre. Fait que, tu sais, rendu là, utilise celle avec laquelle toi, tu sens que tu es le plus à l'aise puis que tu as l'impression qu'il s'applique le mieux dans le contexte dans lequel tu es. C'est ça, exactement. Tu sais, j'étais allé à une formation avec Chris, ça doit faire 2 ans de ça, puis à la fin, le dimanche, c'est une formation sur 2 jours, puis le dimanche, on a fait, ils appelaient ça un panel d'experts. Puis là, ils m'ont invité là-dessus avec des gars comme Paul Gagné, Eric Fastro, tu sais, des gars qui ont fucking 25 ans d'expérience dans le milieu de l'entraînement, puis qui ont entraîné des gars de la NHL, puis des athlètes de très haut niveau. Puis c'était une formule question-réponse. Fait que les étudiants posaient une question, puis chacun notre tour, on donnait notre réponse. Puis on était 5, on était tous différents. Là. Oui, il y a des choses qui se rejoignent, mais on avait toute une réponse différente qui venait de notre bagage personnel. Puis au final, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait tort dans ce panel-là? Pas en tout.
On arrive à avoir du succès avec nos clients quand même selon notre façon d'approcher les choses. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool comme formule parce que Chris il a présenté pendant 2 jours sur de la théorie puis sa façon à lui de voir les choses, mais où est-ce que je pense que les gens ont le plus appris? Ben, c'est de poser leurs propres questions puis là, avoir des opinions différentes sur un même sujet. Puis c'est là que tu te dis, ben, crime, au final, il y a plus qu'un chemin qui se rend à Rome. Là. Ça, c'est le bout que je trouve vraiment le fun, justement. C'est de réaliser que, je pense que c'est Frank qui disait ça, il dit, moi, je crois très fortement que peu importe la méthode d'entraînement que tu utilises, tu vas finir par te rendre éventuellement à ton potentiel génétique, juste un petit peu plus ou un petit peu moins rapidement selon ce que tu fais. Mais ultimement, si tu es assidu puis que tu es intensif dans ce que tu fais, tu vas en avoir des résultats, même si tu ne fais pas ce qui est optimal. Là. Non. J'ai une bonne image pour ça, c'est comme aller en voyage. Quand tu vas en voyage, tu as une destination, puis c'est là que tu t'en vas. Puis là, tu vas t'acheter un billet d'avion. On s'en crisse-tu de la compagnie que tu vas prendre pour aller là-bas? Tant que c'est écrit que tu t'en vas au Mexique sur ton billet d'avion, tu vas te rendre au Mexique. Là. Tu vas peut-être partir un peu plus tôt, tu vas peut-être partir un peu plus tard, tu vas peut-être avoir un vol de nuit, mais au final, tu vas y arriver. Peut-être 1 ou 2 escales. C'est ça. Fait que ta sélection d'exercices, au final... Là, t'as peut-être un ou 2 World Trade Center dans le chemin. Mais au final, ta sélection d'exercices, c'est ton billet d'avion. Fait que peu importe ce que tu choisis comme exercice ou comme méthode d'entraînement, ben en autant que ta destination elle reste précise, tu vas y arriver. Oui, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça, j'adore ça comme type de formule. Puis c'est pour ça qu'on le mentionnait souvent. Tu sais, on se faisait poser des questions des fois durant la formation, puis on était comme, honnêtement, tu sais, qu'est-ce qui est mieux entre telle affaire et telle affaire? Je dis honnêtement, tout se fait si t'es capable. Ça dépend. Ouais, comme tout se plate, fait hein? si t'es capable de le justifier. Parce que j'étais comme, tu sais, mettons, c'est aussi niaiseux qu'on nous demandait, on faisait vers la fin de la formation comme de la pratique de monter un programme d'entraînement, puis on les corrigeait toute la gang ensemble après. Puis là, tu sais, mettons, c'est aussi niaiseux que, OK, mais ça aurait été mieux de mettre tel exercice en premier ou comme de le switcher avec l'autre exercice puis mettre l'autre en premier? Je suis comme, je pourrais te trouver probablement plein de raisons pour lesquelles je ferais les deux. C'est ça. Fait que, rendu là. Explique pourquoi. C'est logique, là. C'est ça. Fait que, tu sais, tant que tu es capable de le justifier et qu'il y a une raison logique derrière, fais-le, tout se fait. Est-ce que tu pousses fort? Oui, tu vas avoir des résultats avec. C'est ça. Ouais, vous parliez d'intensité tantôt versus le mind-muscle connection. Ouais, ou le volume, là, c'est souvent ça, là, c'est intensité versus volume. Là. Mais tu veux-tu ça, c'est les deux camps opposés, là, le volume base versus le intensity base. Puis c'est exactement la formation que j'ai donnée pour CanFit Pro à la place de Chris cet été. Puis ils ont chacun leur pot, ils ont chacun leur compte. Puis trouve la méthode que toi va te permettre de perdurer le plus longtemps. Fait que le volume base qui se garde un peu plus de répétitions avant l'échec, etc., mais qui compense avec le nombre de séries, avec sa fréquence d'entraînement, etc. Mais si toi, ça te plaît, tu vas aller bien plus loin que avec le intensity base. Si tu es un débutant et que tu es trop loin, les débutants, il n'y a pas de juste milieu. Si tu commences avec à l'échec, ben, tu augmentes ton risque de blessure, tu augmentes ta compensation, etc., etc. Mais si tu commences avec le volume base, tu te permets de pratiquer tes mouvements, de moins risquer de blessure, etc., etc. Mais tu as une mauvaise perception de ce qu'elle est réellement à l'échec. Fait que si on dit, OK, ben, il faut que tu te gardes 3 reps à l'échec, ben, tu es peut-être à 6. Parce que tu n'as pas cette tant que tu n'es pas allé à l'échec, tu ne sais pas c'est quoi l'échec. Fait qu'il faut que tu arrives à jongler entre les deux parties pour être capable de dire, bon, ben ça, c'est le meilleur d'eux autres. Je suis capable de soutenir ça pendant X nombre de temps. Ça, c'est le meilleur du volume base. Je suis capable de soutenir ça puis de jongler avec les plus, les contre. Parce que tu sais, là, la grosse mode sur les médias sociaux en ce moment, c'est 4 à 8 répétitions. Là. 4 à 8 répétitions pour bâtir du mur. Très fort là-dessus. Puis tous ceux qui découlent de Paul, ils lancent ça comme si c'était la nouvelle formule magique. Mais il y a fuck all de magie avec l'entraînement. Là. Juste des explications. Puis, tu sais, dépendamment de tes préférences à toi, mais faire des séries de 4, là, ça se peut pour la majorité du monde, c'est fucking plate. Puis si c'est plate, arrêtez de le faire. La perception d'effort n'est pas là non plus. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au final, la majorité des gens, même si on dit tout le temps comme entraîneur, on ne bâtit pas nos programmes avec... On ne mesure pas l'efficacité d'un plan à cause de la perception d'effort. Feel versus real. Bon, mais le client, quand il sort, s'il n'a pas perçu son effort, ben, il n'y a pas de sentiment d'accomplissement. Puis comment est-ce que tu es capable de créer ce sentiment d'accomplissement-là
sans justement engendrer une fatigue qui est extrême ou sans mesurer l'efficacité de ton programme avec le millilitre de vomi qu'il a fait à la fin de sa séance, tu sais. Fait que trouve le juste milieu entre les deux. Le client, il veut sortir, il va arriver dans son char et faire comme tabarnak, c'était une bonne, ça. Mais une heure après, dire ah, OK, c'est. Je peux aller faire l'épicerie. Je pourrais retourner, tu sais, je serais correct. Bon, ben, trouve ce sweet spot-là avec eux autres. Puis pour la majorité des gens, en bas de, on va dire, 8 répétitions, ben, ils n'arrivent pas à ce feeling-là. Puis même à l'opposé, le monde qui sont avancés, tu sais, décrocher une barre au squat avec 400 livres dessus parce que tu es à ton 4 RM, ben c'est lourd en tabarnak. Puis ça, c'est un sentiment d'urgence pour ton corps. C'est un stress que tu perçois. Fait que là, tu veux pas faire plus que 8 répétitions pour pas engendrer une fatigue. Mais juste le fait de décrocher du lourd, ça en est un signal de stress. Fait que comment tu jongles entre ces deux? Parce qu'au final, les deux, ils ont un impact. Là. Fait que ce soit du lourd puis un sentiment d'urgence de « Chris, ma vie est en danger soudainement » versus « Chris, c'est long, je suis fatigué », ben chacun des deux va apporter son plus puis son contre. Oui, exact. Puis ça, c'est le bout où tu vas avoir... Tu sais, tout le monde va avoir des préférences individuelles. Puis c'est sujet à changer selon la période de temps aussi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, typiquement, préfère la haute intensité, le plus faible volume. Je suis un gars qui, naturellement, est plus fort, mais pas super endurant. Comme moi, je fais plus que 10 reps. Là, je me tanne mentalement bien avant. Je suis comme, OK, là, ça sent bien long. Ceci dit, ça m'est arrivé relativement récemment. Tu sais, moi je fais peut-être pas du 4 à 8, mais mettons 6 à 10, genre, là, c'est comme mon range sweet spot, je dirais. Mais ça m'est arrivé relativement récemment où est-ce que j'avais du bon progressive overload, comme vraiment à chaque semaine, mes charges montaient. Puis à un moment donné, j'étais arrivé pour faire un workout, j'ai juste décroché la barre, puis j'étais comme, oh, c'est lourd. C'est ça. C'est raide. Comme, j'avais déjà la mentalité de, ça va être lourd. Fait qu'on dirait que je commençais déjà avec un pas de reculon. C'est ça. Fait que j'ai fait... Ça m'a comme remis d'en face, là, comme ça peut fonctionner super bien, la haute intensité avec plus faible volume. Mais des fois, la charge mentale qui va venir avec, ça peut faire en sorte que finalement, du moins, pas nécessairement tout le temps, mais du moins le temps d'une brève période, ça se peut que je sois pas dans le mental state de bien progresser là-dedans. Fait que là, ça fait comme 2 semaines que je diminue mon volume. Ben, j'augmente mon volume, une petite affaire, je diminue mon intensité un petit peu, juste pour que ma perception de l'effort soit différente, puis que j'arrive avec une approche un peu plus comme OK, ça c'est plus tolérable, je vais y rentrer dedans un peu plus. C'est ça. Trouver des variantes, etc., qui vont te permettre de retourner vers ça ou peu importe. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça, d'être capable de jongler avec ton évolution à travers le temps. Parce que si tu restes pris dans une formule, tu n'arriveras pas à tes objectifs. Là. C'est impossible. Tu vas te tanner avant ça. À moins d'avoir un objectif vraiment court terme. C'est ça, précis dans le temps. C'est ça. Ou est-ce que là, tu es un robot et que tu fais ce que tu as à faire. Mais être un robot, ça ne peut pas perdurer pendant des mois, des années. Là. Non, surtout quand tu n'es pas un athlète. Là. Je veux dire, c'est pour ça. monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même que tu donnes un nouvel objectif à tous les 3 mois. C'est dur pour eux de rester stiff sur un gros objectif pendant 3 mois. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la motivation, c'est ce qui va t'amener au gym, mais c'est pas ça qui va te garder au gym. Mais comment tu fais pour garder cette motivation-là, justement, d'aller au gym le plus longtemps possible? Ben, c'est en amenant du plaisir à l'entraînement. Là. Puis les gens, ils oublient que la principale chose avec laquelle ils travaillent dans le gym et dans leur vie en général, c'est leur système nerveux. Ouais. Tu es dépendant de c'est quoi la tolérance de ton système nerveux dans cette phase-là de ta vie. Là. Ton entraînement va être très, très dicté par ça. Là. C'est ça, exactement. Puis, ton entraînement va être dicté par ça, mais pas juste par ce qui se passe au gym. Là. La gym, là, c'est une pointe de tarte dans tout. Là. Fait que le travail, l'école pour ceux qui sont des étudiants, le sport pour ceux qui sont des athlètes, la famille. Comment ça s'est passé ta routine avec les enfants? Un matin, c'était l'esti de bordel, mais ça se peut-tu que mon workout soit de l'esti de merde aussi? Fait que faut que tu sois capable. Ça se peut-tu que ce soit pas la journée pour faire un 3RM, mettons? C'est ça, exactement. Ah, sur mon programme, c'est écrit qu'il faut que je fasse des séries de 4. Ouais, mais c'est fucking lourd aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, d'être capable d'ajuster justement toute ta gestion du stress d'entraînement, ben ça va au-delà de la fatigue que tu as créée pendant ta série. Ça va vraiment plus loin que ça. Là. Oui, puis ça, c'est le bout où je trouve que le bodybuilding est le fun. Parce que, tu sais, mettons, tu prends quelque chose comme le powerlifting ou de l'haltérophilie, ben il va falloir que tu lèves l'eau. Ça fait partie de ton sport. Mais ce que je trouve le fun du bodybuilding, c'est que tu peux avoir des résultats très similaires à travers un spectre super large de volume, d'intensité. Fait que, mettons que toi, moi, je suis quelqu'un qui typiquement aime la plus haute intensité. Mettons que cette semaine-là, je le feel pas, je suis un peu plus fatigué.
ben diminue un peu ton volume, rapproche-toi de l'échec musculaire juste avec un peu plus de reps. Tes résultats devraient être très sensiblement les mêmes. Fait que quand j'entends du monde s'obstiner sur des détails de même, de comme, ouais, mais la science dit que, la science isole les variables. La réalité, c'est qu'un individu, c'est un fuck tonne de variables mélangées ensemble. Tu peux pas les individualiser. Mais c'est ça, tu peux pas individualiser un individu. Puis, tu sais, Ça se disait, Ouais, ça mal, hein? c'est bizarre. Individualiser un individu. moi, je dis souvent, la science, ça nous donne des balises. Ouais. Fait que, tu sais, ça ressemble à notre théorie. À cette heure, comment toi, tu fais pour l'appliquer? Tu la connais, la théorie. Tu sais ce que ça veut dire. Mais comment est-ce que tu peux l'adapter à chacun des individus? Comment tu peux l'adapter à toi en gardant en tête que la science, elle m'a dit ça, mais je suis capable de jouer un peu autour pour la ramener le plus proche possible. Puis la science, elle évolue. Puis tu sais, on parlait de Paul Carter tantôt, mais Paul, là, combien de fois il a changé ses méthodes d'entraînement dans sa carrière? Puis est-ce que c'est réellement parce que la science, elle a évolué ou c'est parce que lui, il a évolué personnellement? Tu sais, au final, même comme entraîneur, tu découvres une nouvelle méthode d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe après? Ça donne à tous tes Tous clients. tes clients, ils l'ont. C'est normal. Tu tripes sur un système d'entraînement. Toi, tu as des résultats en ce moment. La majorité de tes clients, ils vont la retrouver dans leur programme. Pourquoi? Parce que ça marche avec toi. Crime, tout d'un coup, ça marche avec tout le monde. Fait que ça aussi, là, il y a une évolution dans le temps on va dire des influenceurs fitness qui prêchent par une certaine balise, justement, mais leurs balises ils ont évolué avec le temps aussi parce qu'ils vont prêcher ce qui fonctionne le mieux sur eux au moment où ils vont te l'apporter. Là. Mais je pense que une qualité à avoir en tant qu'entraîneur, c'est de ne pas faire ça, justement. 100%. Ta job en tant qu'entraîneur, c'est d'être capable de contextualiser l'entraînement que tu vas donner à ton client pour ton client. Tu sais, moi, souvent, la façon dont je fonctionne, puis c'est vraiment personnel à ma clientèle parce que j'ai vraiment comme des filles, des femmes, des madames stressées qui, l'entraînement pour ma clientèle, c'est juste une méthode, une activité physique parmi tant d'autres pour atteindre leurs objectifs. Fait que, tu sais, moi, je commence tous mes appels avec eux avec qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme ce mois-ci ou ces semaines-ci. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'on fait du upper-lower? Est-ce qu'on fait du full body? Est-ce qu'on fait... Tu vas-tu aller au gym? Tu t'entraînes-tu plus de la maison? On fait-tu moitié-moitié? Quel exercice que tu as aimé faire dans ton ancien programme? OK, est-ce que là, tu fais le plus pour faire du volume ou tu fais le plus pour... On essaie de te prendre un peu plus de force? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je contextualise tout le temps tous mes programmes avec ce mois-ci ou / 6, 7, 8 semaines. Ta vie, elle en est où en ce moment? Est-ce que tu as plus de stress à la maison? Est-ce qu'on peut se donner un peu plus parce que là, ça va bien, puis comme tu n'as pas trop de stress, la job, c'est relax, fait que c'est le temps de pousser. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que c'est ça des qualités en tant qu'entraîneur parce que techniquement, là, les gens, comme on dit, ils ont accès à toute l'information. Tu es capable de te le bâtir. Demande à ChatGPT de t'en faire un plan d'entraînement, il est capable. 100%. Il est très capable, on l'a essayé. Il est très bon même. On a fait un épisode complet sur on posait comme 10 mythes, entre guillemets, fitness, nutrition, whatever, à ChatGPT, puis nous autres, après ça, on corrigeait pour contextualiser. Beaucoup plus de contexte que les 3/4 des influenceurs, je te le confirme. 100%. C'était vraiment hot à voir comme on posait les questions. C'était pas juste comme réponse. C'était réponse selon telle affaire, puis vous pourriez telle affaire était à prendre en considération. Puis on était comme, damn! On va l'inviter, ChatGPT, encore. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, sinon, en tant qu'entraîneur, si tu fais juste appliquer des techniques que tu viens d'apprendre puis garocher ça à tout le monde, tu sers à rien. Tu n'as rien compris. Non, absolument. Mais ça reste humain d'avoir des biais de préférence. Oui, Tu sais, c'est ça. C'est tout à fait. Mais il faut que tu sois conscient ou consciente, selon moi, que c'est un biais Absolument. de préférence puis que tu sois prêt à le changer selon le contexte. Que C'est ça. Tu sais, t'es pas supposé rien mettre dans la gorge de tes clients. Là. Non, non. Littéralement. Mais tu sais, ça, c'est le bout, justement. C'est que, tu sais, veux pas, vu qu'on a toutes nos méthodes, nos préférences, on va attirer du monde souvent qui fit avec ça nous. aussi. C'est Tu ça. sais, mettons, moi, j'ai une préférence souvent vers le plus haute intensité, moins haut volume. J'attire du monde avec qui ça va bien fitter aussi. Mais ce que je viens de ça fit nommer, moins bien, ben c'est ça, ce exact. que je viens de nommer, moi, je peux pas travailler avec des athlètes, là, justement, là, parce que des athlètes, je veux dire, t'es C'est là trop pour les spécifique driller. pour que tu lui demandes exactement C'est qu'est-ce ça, qu'il veut. t'es là pour les driller, puis un athlète est supposé se plier à ce que toi, tu dis qui est mieux pour lui, parce que l'athlète, c'est pour ses performances. Moi, je veux pas de performance parce que ça ne fit pas avec ma valeur puis ce que j'aime faire moi. Mais justement, ma clientèle, c'est pas des athlètes, puis je serais pas bonne pour eux. Là. Ouais. Mais le pire, c'est que oui puis non. Parce que les athlètes ont tellement évolué dans les dernières années, décennies, etc. Tu sais, ça fait 2 cycles olympiques que je travaille avec des Olympiens, OK? Puis même eux, ils travaillent. Là. C'est pas un métier être olympien. Ils vont à l'école, ils travaillent, etc. Fait que c'est long, 4 ans. Là. C'est fucking long, 4 ans pour vivre Shout-out aux Olympiens. un rêve. Là. Mais s'ils n'ont pas de fun,
ils se rendront pas là non plus. Fait que, tu sais, c'est toujours de jongler entre ça, c'est ce qu'il y a de plus optimal. Il va-tu le faire? Oui ou non? Non. Comment je peux me rapprocher du plus optimal le plus possible en gardant cet aspect-là? Puis, ça reste que même avec les athlètes, puis même pas olympiens, là, tous les sports de terrain ou peu importe, la préparation physique reste une sphère dans leur développement. Ils ont des pratiques techniques, ils ont du vidéo à faire, ils ont de la spécialisation, etc., etc. Fait que dans tout cet ensemble-là, si moi, mon plan d'entraînement, parce que théoriquement, c'est le fucking meilleur au monde, ben c'est la goutte de trop dans leur vase, je suis pas bon, là. J'ai pas atteint leur objectif avec eux. Fait que tu sais, oui, ils ont une certaine discipline pour se rendre à leur fin, mais c'est pas à toi à leur imposer cette discipline-là. Il faut que tu arrives à jongler avec les besoins au quotidien, comme monsieur et madame tout le monde, ils le font aussi. Là. Ouais, ben c'est que c'est toujours le spectre entre ce que le client veut et ce que le client y a de besoin. C'est ça. Puis c'est d'essayer d'être à quelque part entre les deux. C'est sûr que, tu sais, plus tu as un objectif intense, entre guillemets, plus tu vas te rapprocher du côté ce qu'il y a de besoin que du côté ce qu'il veut. Mais il faut que tu y en donnes quand même un petit peu aussi. Parce que si tu veux qu'il fasse justement à une haute intensité, il va falloir qu'il apprécie ce qu'il fait quand même. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est vrai dans n'importe quel milieu. Là. Le client qui comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait, il va être bien plus impliqué dans ce qu'il fait, justement. Fait que peut-être qu'en ce moment, ça y plaît pas. Mais si tu arrives à lui expliquer pourquoi est-ce qu'en ce moment, dans ce bloc-là, j'ai choisi cette méthode-là, puis cette structure-là, ben, il va comprendre le pourquoi, il va être capable de se projeter dans son avenir, dans son objectif, de dire, OK, bon, parfait, là, buckle up, je le fais, puis c'est tout. Là. Mais plus le client va comprendre ce qu'il fait, plus il va être en mesure d'appliquer ces choses-là, malgré que ça ne fit peut-être pas avec son besoin de satisfaction quotidien. Là. Fait que, tu sais, le côté enseignement avec les clients, ben, il reste présent pour les entraîneurs quand même parce que ça te permet justement d'être un petit peu plus précis dans tes méthodes d'entraînement vers ce qu'ils ont besoin versus le simple plaisir à l'entraînement. Oui, 100%. Puis moi, ça m'est arrivé, j'en avais parlé, je pense, relativement récemment, mais c'est arrivé avec une de mes clientes qui avait un objectif de perte de gras. Déjà en très très bonne shape, elle veut juste être encore un petit peu plus lean, mettons. Sauf que c'est une fille qui est super stressée dans une condition avec sa job actuellement où est-ce qu'elle a plus de responsabilités, doit faire des chiffres qui finissent plus tard, le sommeil est un peu plus difficile. Fait que stress beaucoup plus élevé. Puis j'y avais dit, OK, là, ça va avoir l'air contre-intuitif, mais on va dropper ton cardio, on va monter tes calories, puis on va diminuer ton volume d'entraînement, on va voir comment tu réponds. Puis c'est sûr que sur le coup, elle est comme, mais ça a l'air contre-productif avec ce que je veux. Tu m'en fais faire moins, tu me donnes plus de bouffe, mais mon objectif, c'est de perdre du gras, tu sais. Fait que j'ai expliqué un petit peu la logique derrière, puis finalement, tu vois, à la fin du mois, elle avait perdu comme 2-3 livres. C'est ça. Fait que j'étais comme, des fois, c'est juste de, si t'es capable de lui expliquer justement c'est quoi la logique derrière, parce qu'il y a des affaires, des fois, que instinctivement, tu vas avoir en tête, tu veux perdre du poids, on coupe les calories, on monte le cardio. C'est comme le bouge plus, mange moins. C'est le facile à penser. Mais des fois, quand tu vas ajouter le contexte autour, tu vas faire comme, OK, ouais, je pourrais voir pourquoi. Écoute, on va l'essayer, puis on verra. Finalement, tu l'essayes, ça fonctionne, t'es comme... C'est ça. C'est ça. Mais si tu n'avais pas pris le temps de l'expliquer à ta cliente, pourquoi est-ce que tu as opté pour cette vision-là pendant un mois ou X nombre de temps, ben elle aurait été moins impliquée dans ce qu'elle fait. Puis pas du tout, parce que comme tu dis, aussi, ça fait vraiment peur. Là. C'est comme tu m'enlèves mon cardio, je m'entraîne moins, je mange plus, c'est sûr, je vais grossir. C'est ça, exactement. Fait que des fois, c'est juste... Ça revient à justement... Le contexte est toujours important. Juste de prendre des blanket statements, blank statements, en tout cas. Des blankets. Des statements de couverte. Juste de prendre des blank statements comme ça, sans contexte, c'est difficile. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est pour ça qu'on a voulu partir un podcast, pour pouvoir avoir des conversations comme ça, où est-ce qu'on est comme, hey, le contexte est super important, guys. Puis le pire, c'est que, tu sais, des fois, j'essaie je prends beaucoup de clips du podcast pour en partager sur les réseaux sociaux. Puis habituellement, là, la plupart du temps, quand je prends un clip où est-ce que c'est beaucoup de contexte et de nuances que j'applique dedans, ça marche pas? Ben, pas que ça marche pas, mais c'est rare que c'est les posts qui pognent le plus. Les posts qui pognent le plus, habituellement, c'est quand c'est un peu plus rentre dedans, un peu plus direct, puis comme on dirait que les gens sont comme... Puis que là, t'as pas le choix d'écrire en commentaire, non, mais il faut vraiment que tu écoutes le podcast pour avoir le contexte, parce que là, il y a des gens qui se fâchent parce qu'ils sont comme, mais t'as pas parlé telle affaire. Mais c'est ça, mais souvent, quand je prends les clips qui sont un petit peu plus directs, mettons, j'essaie de contextualiser plus, au moins dans la description. Comme mais ça, les gens, ils lisent pas. Mais je le sais bien, mais je suis comme, au moins, il y a ça. Ça sert à rien.
Toi, t'as fait ta job, mais les gens, ils lisent pas. Là. J'ai deux questions. La première étant, ce serait quoi les similitudes et les différences que tu vois entre les... Similitude, le mot. Oui, hein, c'est ça. Je l'ai dit, puis ma face était pas d'accord avec ce que je venais de dire. Puis les différences entre la préparation athlétique puis, mettons, entraîner monsieur, madame, tout le monde. Autant dans les notions que tu as apprises, mettons, côté technique, que dans l'application en salle. Oui. Je pense que ça revient avec le pourquoi ils font ça. Puis, je vais revenir encore une fois avec le plaisir à l'entraînement. Là. C'est le plus proche qu'on peut aller entre les deux milieux, entre le monsieur, madame, tout le monde. Un peu plus du côté monsieur, madame, tout le monde, là, mais comme je disais tantôt, ça a tellement changé le monde du sport et des athlètes aujourd'hui que même eux, s'ils n'ont pas de plaisir à faire ce qu'ils font, ils vont décrocher. Puis, les athlètes, quand ils partent en compétition, avant de quitter le gym de leur dernier training, moi, je leur dis tout le temps, là, amuse-toi. D'autres, tu joues au ballon pour gagner ta vie. Là. Genre, la journée que tu n'auras plus de plaisir, on va faire autre chose. Là. Dis de même, hein? Ouais. C'est ça. Fait que, je pense que ça, c'est l'aspect qui est le plus proche. Après ça, c'est de voir c'est quoi l'importance de leur objectif. Plus l'objectif va être concret pour eux puis important pour eux, plus ils vont être impliqués, puis plus tu vas pouvoir aller loin justement dans ta sélection de méthodes puis de planif, etc., que ce soit une perte de poids pour Ginette ou les Olympiques pour Mario. Mario, il ne va plus au jeu. Hein? Mario, oui. Il est sûr t'sais, que c'était ses derniers Olympiques, vraiment. C'est ça. Mais plus pour eux, ça va être important, plus tu vas pouvoir aller loin dans ta programmation, même si, à la base, ça reste monsieur et madame tout le monde. Là. Je pense que ça revient beaucoup à... Tu sais, ton monsieur, madame tout le monde, tu vas aller beaucoup plus loin dans le spectre de on va lui donner ce qu'il aime, parce que c'est ça qui va le faire accrocher. Puis graduellement, plus il progresse... Parce que si tu es capable de le faire accrocher, il va finir par progresser. Puis plus il va progresser, plus tu vas t'en aller vers ce qu'il a de besoin, parce que tu n'as pas le choix de t'en aller de plus en plus précis. Si tu lui donnes juste ce qu'il aime, après un an qu'il a déjà progressé pas mal, il risque de stagner un peu. Ouais. Fait que, tranquillement, tu t'en vas de l'autre bord, puis avec le développement athlétique, c'est juste que tu commences déjà un peu plus du côté ce qu'il y a de besoin. Ouais, mais il y a quand même une sélection naturelle qui se fait aussi. Là, les athlètes, qu'est-ce qu'ils aiment faire au gym? Ils aiment lancer des affaires, ils aiment sauter, ils aiment... ça se trouve que c'est bon pour eux autres. Là. Fait que, il y a quand même... Quand tu viens d'un milieu de puissance, si tu as réussi à perdurer dans ce sport-là, à quelque part, c'est parce que tu te plais avec cet environnement-là. Fait que les méthodes d'entraînement qu'on va utiliser avec ces athlètes-là, ça fait partie de leurs préférences déjà dans la vie de tous les jours. Après ça, comment on adapte ces méthodes-là pour encore plus aller chercher leurs besoins individuels, c'est là que ça fait la différence. Là. Un saut, c'est un saut, oui, fine, mais est-ce que je fais un saut statique? Est-ce que je l'enchaîne avec des haies? À quelle hauteur je mets les haies? C'est là qu'on va jouer sur leurs besoins individuels. Mais pour lui, dans sa tête, j'ai sauté, je suis content. Là. Comment t'entraînes ça, quelqu'un qui fait du saut à haie? Du saut à haie, oui. J'en ai pas. Ah, OK. J'en fais pas. Ah. Mais au final, c'est de l'analyse de tâches comme n'importe quel client que tu vas avoir. Fait que c'est quoi son geste biomécanique? Qu'est-ce qu'il fait dans une journée en pratique, en spécifique, etc. Puis après ça, dans mon évaluation, comment est-ce que je peux l'aider dans ma sélection d'exercices pour finaliser ou pour potentialiser son geste sportif. Là. J'avais entendu à un moment donné, je pas sûre si c'était Christian, là, garochez-moi pas des roches, mais quelqu'un qui avait dit justement mettons, quelqu'un qui fait des marathons, tu lui fais faire des sprints, mais quelqu'un qui fait des sprints, tu lui fais pas faire des sprints pour s'entraîner? Tu sais, là, c'est parce que là, on parle vraiment d'entraînement spécifique. Fait que moi, mettons, un sprinter, c'est pas moi qui fait faire des sprints, c'est son coach technique. Moi, je suis là pour améliorer ses qualités physiques pour qu'il soit meilleur à la course, mais pas moi qui le fais sprinter. Le joueur de foot, que le sprint est comme un outil de déplacement sur le terrain. Là, c'est moi qui le fais sprinter. Okay. Mais t'es pas son coach de football. Mais je suis pas son coach de football. Fait que c'est pas moi qui va lui dire comment placer ses mains pour attraper le ballon ou comment courir avec le ballon. Parce que ça, c'est pas mon rôle à moi dans leur système de jeu. Mais un marathonien, ils font tellement de volume de marathon que c'est quoi la qualité physique qui manque le plus? C'est de la force. Souvent, avec les sports d'endurance, on va chercher à augmenter leur force parce que la force est la qualité mère de toutes les qualités physiques. Fait qu'on va chercher à améliorer leur force pour compenser leur très haut volume de course ou de natation, whatever, ce qu'ils font dans leur sport d'endurance. Là. Oui, puis on y pense souvent pas,
Mais un marathonien, tu sais, mettons, on pense à courir le marathon. OK, tu as 42 km de course à faire. On pense à c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Ben beau, mais faut pas juste qu'il finisse la course. Techniquement, il va arriver premier. Fait qu'il faut que tu aies un minimum de vitesse là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, tu regardes le record du monde du marathon, il est en bas de 2 heures. Ouais. C'est courir plus que 20 km/h straight pendant 2 heures. C'est ça. Il y a du monde qui sont pas capables de courir 20 km/h tout court. Non. Lui, il se tient ça pendant 2 heures. Là. Ça veut dire que ça t'en prend de la force et de la puissance là-dedans. Là. Ouais, il n'y a pas si longtemps, 22 km/h, c'était la vitesse d'un 40 verges pour les combines de la NFL. Là. C'est ça. Fait que là, tu me dis qu'on peut courir un marathon. C'est ça. Fait que les performances ont évolué énormément, mais comme préparateur physique, il faut différencier le côté technique puis amélioration des qualités physiques. Puis c'est où mon rôle, puis où est-ce qu'il se termine mon rôle, ben c'est là qu'on trace une ligne. Là. Fait que moi, un joueur de hockey, ben je suis pas là pour te faire patiner mieux ou améliorer ton coup de patin. Moi, je suis là pour améliorer... Les patrons moteurs. Le patron moteur, c'est à son coach technique à le faire. Moi, je suis là pour améliorer tes qualités physiques qui vont te permettre d'être plus efficace dans ton coup de patin. Puis c'est là la nuance entre les deux. Là. Très hot. C'est pour ça que je dis, moi, je connais absolument rien au coach de performance. C'est vraiment pas du tout mon domaine, mais je trouve ça super intéressant. Tu avais une deuxième question? Ma deuxième question, c'est quoi votre opinion sur le Mind-Muscle Connection? T'en as comme brièvement parlé tantôt, hein? Vas-y, je vais... Ouais. En fait, le Mind-Muscle Connection, là, je pense que c'est une des affaires les plus massacrées puis incomprises dans le milieu de l'entraînement. Puis ça va revenir avec le temps sous tension que j'ai dit tantôt. Si tu penses que c'est important pour l'hypertrophie, tu n'as rien compris. Si tu penses que ça sert à fuck all, tu n'as rien compris aussi. Fait que c'est pas une espèce de rôle psychique de dire « Ah, grossis » puis que ton biceps va grossir. Ça, tu n'as rien compris. Mais dans ta série, si tu n'arrives pas à le sentir, ton muscle qui a travaillé, ou après ta série, de dire « OK, ouais, mon quad, il a bien travaillé », ça se peut que tu aies eu une compensation puis que c'était pas réellement là qu'était la tension. Puis on parle de tension mécanique, c'est la nouvelle source, ben c'est pas nouveau, là, mais c'est le Holy Grail en ce moment pour le développement de l'hypertrophie, puis avec raison. Mais Chris, tu l'as pas senti ton quad travailler? Ça se peut-tu qu'il y avait pas de tension? C'est ça, fait que c'est de différencier entre je me concentre tellement sur mon Mind Muscle Connection que j'ai oublié la charge, ou je mets tellement de charge qu'à la fin, je l'ai pas senti travailler. Tu sais, le tricep push-down, c'est sûrement le meilleur exemple pour ça. Tu as une série de 8 à faire, tu as mis X nombre de poids, tu l'as fait, tu te dis, Chris, ça a bien été cette série-là. Je monte de 20 livres, je le sens plus pantoute. Ben, drop de 20 livres, man. Fais un peu plus de répétitions. C'est ça, ou là, j'y ai tout dans mon corps, ou dans l'épaule, ou peu importe. C'est ça, t'es rendu avec les épaules de même pour essayer de compenser. Fait que, ouais, t'as mis plus lourd. J'ai appliqué ma surcharge progressive. Non, man, t'as changé ton patron moteur, t'as changé où est-ce qu'elle était distribuée la tension. Puis au final, pour moi, en tout cas, c'est ça le Mind-Muscle Connection. Ressens-le, mais c'est pas important. Ouais. On voit-tu la nuance? Ouais, c'est ça. C'est juste comme, tu devrais le sentir, mais deviens pas over-focus là-dessus. C'est ça, exactement. Je pense qu'il y avait eu... Comme ne néglige pas ta surcharge progressive pour ton Mind-Muscle Connection, mais ne perds pas de vue quand même que si tu mets trop lourd puis tu commences à compenser de partout, c'est pas mieux non plus. Tu devrais quand même avoir un certain... Le Mind-Muscle Connection, c'est sentir son muscle, c'est un feedback. C'est ça. C'est un feedback que, ben, c'est censé être là. T'es supposé le sentir là. C'est ça, t'es supposé travailler de là. Mais il y avait eu une étude à un moment donné, je pense, qui regardait le Mind-Muscle Connection, où est-ce que il faisait, mettons, je vais butcher les détails, mais c'était quelque chose comme, il faisait une série de whatever l'exercice, en se concentrant exclusivement sur la charge. On déplace du point A au point B, that's it, comme que je le sente ou pas, je me concentre là-dessus. Puis après ça, il faisait une autre série où est-ce qu'il se concentre, comme on se fout de la charge, on se concentre vraiment sur le muscle. Je devrais ressentir mon muscle. Un focus beaucoup plus interne. Puis je pense qu'il avait mesuré avec des EMG, fait que électro... voyons... Cardiaque. Ouais, en tout cas système... Ça, là, c'est ça. Juste parce que le nom m'échappe. Bref, EMG. Puis je pense que les EMG avaient démontré que quand tu te concentrais plus sur vraiment comme un genre de focus interne, vraiment sur le Mind-Muscle Connection, le EMG montait plus haut, mais il faisait moins de répétitions. Quelque chose de même. Fait que c'est genre que, OK, ben le recrutement était peut-être un peu plus haut, mais si tu fais moins de reps, as-tu eu des meilleurs gains juste parce que tu l'as plus senti? Fait que c'est plus une question de, tu sais, c'est comme tu dis, c'est un cue. Est-ce que tu le ressens à bonne place ou est-ce que finalement tu te ramasses à compenser avec un paquet de manières? Tu sais, tu veux faire, je sais pas, tu veux faire du squat bien pesant, tu le sens juste dans le bas du dos.
ben, je veux dire, tes jambes ne sont pas inactives juste parce que tu le sens juste dans le bas du dos. Mais clairement, il y a de quoi qui est pas optimal. Là. C'est ça. T'sais, plus que de chaînes impliquées dans ton mouvement, chaînes musculaires impliquées dans ton mouvement, plus ça va être dur de relayer sur le mind-muscle connection pour déterminer l'efficacité. Mais plus tu vas isoler, puis c'est vraiment vers là que ça a été démoniser le mind-muscle connection. Là, sur tes exercices isolés, il faut que tu le sentes travailler. Ouais, mais non. Mais c'est plus facile à faire avec un bicep curl qu'avec un squat pesant. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ton squat pesant, je le sens-tu dans mes quads? Non. Ça veut-tu dire que mes quads n'ont pas travaillé? Non. Okay? Je le sens juste dans mon bas du dos. Ah, OK, tu as peut-être une faiblesse dans ton bas du dos. On va travailler là-dessus. Mais ça veut-tu dire que ton squat n'est pas efficace pour autant? Non. Tu fais du rear delt qu'on parlait de tantôt. Je le sens juste dans mes rhomboïdes. OK, ça marche pas. T'es pas à bonne place, on va modifier de quoi, on va changer ton bras de place, on va bouger la poulie, whatever. Ça marche pas. Fait que là, il devient important dans l'adaptation que tu peux amener à ton exercice. Là. Puis je me souviens, j'avais vu une vidéo à un moment donné de Aaron Horschig, fait que Squat University, qui avait posté un extrait d'un gars qui était venu le voir parce qu'il disait qu'il sentait pas ses lats fuck all quand il faisait ses mouvements. Puis dans la vidéo, tu voyais le gars, mettons, faire un genre de, je sais pas, upper cable row, whatever, high cable row. Puis tu voyais que quand il montait, tu le voyais son lat sortir. Fait que ça, c'est le bout, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, tu le sentais pas tant, mais clairement, ton lat est développé pareil. Là. Ouais. Fait que tu sais, même si le mind-muscle connection est peut-être pas génial, puis ça pourrait être travaillé, puis probablement que si tu le travaillais, tu pourrais avoir un peu des meilleurs gains. Mais clairement, t'as pas zéro gain juste parce que tu le sens pas non plus. Ton lat est crissement plus développé que quelqu'un de monsieur, madame, tout le monde. C'est le même principe que c'est jamais 0% ou 100% full important. Non, tu sais, parce que tu le sentes ou non, ton muscle, il doit travailler dans la fonction qu'il fait. Là. Après ça, c'est de savoir, est-ce que tu as compensé avec autre chose? Est-ce que tu as travaillé de la manière la plus optimale possible, etc. Puis, tu sais, ça m'amène à parler du concentrique ralenti. Ouais. Est-ce que le concentrique ralenti va amener plus de gains en hypertrophie? Non. Non, pas aujourd'hui. Si je fais un curl plus ralenti, ça ne m'amènera pas plus de gains. Mais si moi, j'arrive jamais à le sentir, mon bicep, pendant que je fais des curls, je peux-tu passer une couple de semaines avec un tempo ralenti en concentrique, arriver à le sentir dans mon patron moteur, puis qu'après ça, quand je le fais avec un tempo standard, si on veut, ben Chris, j'ai des meilleurs résultats parce que j'ai investi dans mon mind-muscle connection. Fait que, tu sais, ça aussi, ça en a une autre variable. Le tempo concentrique ralenti intentionnellement amène pas plus de gains en hypertrophie. Attends, parce que tu l'appliques pas de la... C'est ça, mais tu peux l'utiliser pour investir pour que ça n'en vienne qu'à amener plus de gains éventuellement. Là. Est-ce que tu penses que tu arrives à développer plus à utiliser, mettons, plus de fibres musculaires parce que tu as pris le temps de faire ça? Éventuellement, oui, parce que tu deviens plus efficace dans ton recrutement. C'est ça, exactement. C'est Christian Thibodeau, je pense justement, qui parlait qu'à un moment donné, il y avait un de ses amis, en tout cas du moins quelqu'un qu'il connaissait, il s'était rendu compte qu'il avait un bras plus gros que l'autre. Puis il s'est rendu compte que c'est parce que, je pense que c'était son bras gauche, il s'est rendu compte que c'est parce qu'à chaque fois qu'il passait devant un miroir, il flexait toujours le même bras. Je suis crampée. Il flexait toujours le même bras. Fait que c'est juste probablement que son recrutement de fibres musculaires du côté gauche était juste meilleur que celui du côté droit parce qu'il est juste plus habitué de l'utiliser. Fait que quand il fait le même workout du côté gauche que du côté droit, mais le côté gauche, il va chercher un petit pourcentage de plus avec ça. Fait que c'est des détails, mais c'est juste, il a tellement plus habitué son côté gauche que son côté droit que le côté gauche... C'est pas en flexant dans le miroir une fois que côté gauche va être vraiment hot. C'est une habitude à prendre. C'est ça, mais il a fait ça pendant des années et des années. Fait que des années plus tard, finalement, je me ramasse avec un bras plus gros que l'autre. C'est ça. C'est la même chose avec les supersets. Ouais. Tu sais, superset post-fatigue. Ça amène pas plus de résultats pour l'hypertrophie. Right. OK. Moi, je fais du bench. Je sens pas mon pec quand je fais du bench. Peux-tu apprendre à mon corps à mieux sentir mon bench à mieux sentir mon pec quand je fais du bench en y mettant un cable crossover après mon bench pour que mon corps y associe. Quand je fais ça, moi, c'est ça que je suis supposé sentir. Puis éventuellement, mon bench va devenir plus efficace pour mes pecs. Fait que, les supersets, plus bon à rien. OK. Moi, je l'utilise encore, puis j'ai quand même des résultats avec ça, mais je suis capable de comprendre que c'est pas aujourd'hui que ça va me permettre d'avoir plus d'hypertrophie. C'est éventuellement. C'est pour ça que tout est une question de contexte. C'est quand je disais tantôt, tu peux tout faire si tu es capable de le justifier. C'est ça. Mais c'est une question de contexte. Fait que, tu sais, peut-être que quelqu'un que, tu sais, mettons, moi, j'ai aucun problème à bien ressentir mon chest.
pour moi, je ne juge pas que c'est nécessaire. Mais mettons, quelqu'un qui a plus de difficultés, super pertinent. Je vais donner encore des fois des supersets. Je ne suis pas quelqu'un qui en donne vraiment souvent, mais mettons des supersets agonistes. Je vais en donner, mettons, quelqu'un qui s'entraîne à la maison et qui n'a pas beaucoup de charge. C'est ça. Ben, je veux dire, à un moment donné, ça se peut que faire 42 reps de push-up, ça te tente moyen. Fait que peut-être que je vais t'en faire un peu moins, puis je vais te faire autre chose avant ou après, juste pour comme ajouter un peu plus de fatigue. C'est ça. Tu parlais du rear delt aussi. Moi, j'aime ça en faire des supersets avec mon rear delt, mais juste que je vais prendre une charge moins lourde l'après, fait que je vais juste le faire le nombre de reps avec une charge qui est quand même lourde. Là, quand je suis comme, oh là, je commence à compenser de partout, mais j'ai quand même l'impression que je suis capable de continuer. Je suis pas encore à l'échec, c'est juste que là, c'est trop lourd pour ce que je peux, ben je vais descendre ma charge, puis je vais refaire d'autres reps jusqu'à temps que, OK, là, je compense de partout, ça va pas, puis je peux pas aller en bas de 2. Fait que, en bas de 2 livres. Fait que... C'est la même chose avec ce que tu viens de dire, ça m'amène à ça, là, les drop sets ou les rest pause. OK? Bon, ça apporte pas plus de résultats qu'un straight set habituel. Fine, OK, parfait. Ça peut être une méthode de surcharge progressive? Moi, j'ai utilisé mon exercice pendant 4 semaines. X. Je suis monté à cette charge-là. Ma dernière semaine, avant de changer mon plan d'entraînement, je me crisse une série de drop sets. Au final, j'ai appliqué un stress supplémentaire. La surcharge progressive, là, au final, c'est d'appliquer un stress supplémentaire sur ton corps puis d'être en mesure de surcompenser ce stress-là. Ma dernière semaine, j'ai mis un drop set. Parfait. Après ça, je reviens avec des sets standards. Mais non, ça ne m'a pas apporté plus de des répétitions efficaces, oui, mais est-ce que c'est plus efficace que mes 4 séries de 8 que j'ai faites pendant 3 semaines? Peut-être pas, mais c'est un niveau de stress que j'ai ressenti de plus, qui m'a amené une tolérance à l'effort, qui m'a amené une intensité plus élevée, qui m'a amené à récupérer de ce niveau de stress-là, puis qui va amener une surcompensation dans X nombre de temps que je vais bénéficier de tout ça au final quand même. Là. Oui, puis des fois, ça peut avoir l'air niaiseux, mais le monde aime ça, puis c'est tout. 100%. C'est juste ça. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même que t'aimes t'entraîner. C'est ça. T'aimes ça faire un drop set, t'en donnerais pas à tous les plans. C'est ça. Mais une fois de temps en temps, on va t'en donner juste pour que tu aies du fun avec. Puis que tu arrives dans cet exercice-là, puis tu es comme, ah ouais, ça va être décrissant. C'est ça. Puis tu sais, ça se peut qu'un drop set pendant 4 semaines sur 4 séries au squat, c'est pas ta meilleure décision possible. J'y pense, puis j'ai envie de tirer une balle. Une ou 2 séries sur ton leg extension, why not, man? Justement, ça amène du plaisir. Puis les drop sets, je pense qu'ils ont évolué avec le temps aussi, ou les rest pauses. Avant, on faisait 10 répétitions, on droppait, on en faisait 12, on droppait, on en faisait 25. Non, attends une minute, là, garde ça dans ton range de répétitions efficaces. Fait que, atteins l'échec, 8 reps, trouve une charge que tu ne dépasseras pas, 5, 6 répétitions, 2, 3 répétitions. Ben, tabarnak, tu viens de te rentrer pas mal de répétitions efficaces dans un très court laps de temps. Là. Oui, puis ça, selon moi, c'est le gros highlight des techniques d'intensité comme ça, c'est le côté... Ça te donnera pas nécessairement plus de gains, mais tu vas économiser du temps. Parce que tu peux aller chercher sensiblement le même nombre de reps ou de séries efficaces, mais condensé. Oui, puis c'est dans des moments où est-ce que tu n'es pas capable d'augmenter ta charge. 100%. Tu sais, mettons, là, sur mon rear delt, là, mettons le poids au-dessus de mon 8, je peux pas y aller parce que là, je compense en partant. Mais je veux pas aller en bas de ça non plus puis faire comme 25 reps avec le poids plus bas. Fait que je suis comme, bon, mais je vais prendre celui qui est efficace pour le nombre de reps que je suis capable de faire avec, puis je vais dropper après pour aller chercher quand même mon proche de l'échec / mon échec. Oui, puis tu sais, mettons, la théorie dirait que plus tu te rapproches de l'échec, plus tu accumulerais de fatigue. OK. Mais mettons, on parle du rear delt. Plus tu te rapproches de l'échec, plus tu as l'impression que tu compenses avec rhomboïde, trapèze, whatever. OK. Fait que peut-être que dans ton cas, tu sais, justement, tu te gardes 2-3 reps en réserve tout le temps, mais tu fais un drop set tout le temps juste pour dire que tu vas continuer de bien le sentir et de peut-être le pousser encore un peu plus. Ben oui, ça pourrait être pertinent. Mais si je te faisais faire ça sur ton back squat tout le temps... Non. Ouais, là, ça encore se peut une fois, contexte. C'est ça. Ça se peut qu'on frie ton système nerveux Mon un système peu. nerveux, mais puis il y a ça aussi, tu sais, dans le sens que, mettons, toi, tu dis t'aimes mieux faire des basses répétitions puis pousser lourd. Moi, c'est l'inverse. Là. Moi, j'ai trop peur quand je regarde une charge. De 1, j'aime pas ça faire des basses reps. 6, ça va, là, mais 5, 4, tu viens quand même encore de là, perdre. ça va dépendre de l'exercice. C'est ça, oui, dépendamment de l'exercice. Mais tu sais, mettons, faire ma première série, on va dire, de hack squat en me disant, OK, je vais faire 5 à 6. Peut-être pas la première, là, échauffement, mettons mon top 7, ça va être 5-6 reps, ça va. Mais je vais m'être échauffé avec du 12, du 10, 8 avant. Fait que moi, ça me fait moins peur, contrairement à toi, de faire du volume que d'y aller avec la force, puis ça me fait moins chier. Fait que de là où tout le monde est fait différemment, puis on va se rendre... Pas au même point, là, je veux vraiment pas avoir ta shape, là, mais... On va se rendre à un point quand même efficace. Ça, c'est du body shaming. Ouais. Mais ça reste qu'au final, la science. Non, mais elle te va bien à toi. OK, merci.
Ça reste qu'au final, la science a dit que les drop sets, les rest pauses, ça ne marchait pas. Mais pourquoi on arrive à les faire fonctionner quand même? Puis pourquoi ça a quand même fonctionné pendant 50 ans avant qu'on dise que ça ne marchait pas? C'est drôle que du jour au lendemain, ça devient marche inutile. Plus. C'est ça. Fait que, puis ça revient avec les médias sociaux qui n'ont pas de nuance. Fait que, comment les gens ont amené cette information-là sur les médias sociaux, ben, c'est que les drop sets, ça servait à fuck all. OK. Ben, pas pour moi. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours. Ben, c'est pas que ça sert. C'est toujours de dire c'est pas que ça sert à rien. C'est que ça te donne rien de plus qu'une série à l'échec ordinaire. C'est ça. Mais si ça dit que ça te donne rien de plus, peut-être que ça peut te donner quelque chose de similaire pareil. Fait que, tu sais, je vais pas donner des drop sets, des affaires comme ça souvent parce que je me dis, les gains en force sont souvent moins élevés avec des affaires de même. Moi, je suis un gars qui aime bien. Je suis un fan du Progressive Overload de juste, mais à un moment donné, t'augmentes tes charges quand tu peux. Fait avec ça, ça arrive moins souvent, mais est-ce que je peux t'en donner de temps en temps pour le plaisir? Est-ce que je peux t'en donner de temps en temps pour justement situation comme Jess, ça les sent un peu moins, on veut éviter les compensations, mais on veut quand même aller chercher quelque chose d'efficace. Fait que tu sais, non, c'est pas inutile. Il y a pas grand-chose qui est vraiment inutile ou néfaste. C'est toujours juste une question de, il y en a qui s'appliquent dans moins de contextes que d'autres. Mais j'ai aimé ce que tu as dit, tu sais, ça fonctionnait les 50 dernières années, mais du jour au lendemain, ça fonctionne plus. Je comprends pas comment les gens peuvent se dire, c'était quasiment, tu sais, les techniques d'entraînement ont longtemps été pratiquement supérieures à un straight set. Là. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans, tu t'entraînais avec des straight sets, tu étais un cave là, parce que tu mettais pas de technique d'entraînement. Là. Puis genre, aujourd'hui, là, tu vas me dire, ça ne sert à rien du tout. C'est impossible que quelque chose passe de 110% efficace à 0% efficace. Tu sais, mettons, dans mes posts à moi sur les médias sociaux, je suis passé de les méthodes spéciales, il faut que tu utilises ça juste dans des contextes précis. C'est un outil que tu dois utiliser pour passer un plateau dans un contexte précis à les méthodes spéciales, là, tu peux quand même les utiliser dans des méthodes, dans des moments précis. Tu sais, je suis passé de utilise-les pas trop souvent à t'as encore le droit de les utiliser. Fait que ça revient au contexte. Puis, tu sais, si toi, t'aimes ça et ça te motive de faire des techniques d'intensité, ben fuck, fais-en. Si c'est ça qui va faire en sorte que tu vas te défoncer dans le gym, là, go. Puis ça va arriver des fois que je vais te dire en ce moment, tu sais, il y a des contextes où est-ce que c'est nécessaire? Non, mais si t'aimes ça, vas-y, fais-le. Mais il y a des contextes où est-ce que je vais te dire en ce moment, c'est pas l'idéal. Non, c'est ça, exact. C'était comme ça avant aussi. Mais oui. C'est la même chose avant, pareil. Fait que les gens les utilisaient trop, ça amenait pas les résultats qu'on voulait. Maintenant, les gens les utilisent plus, ça amène pas les résultats qu'on veut. À un moment donné, on va finir par revenir dans le milieu. Mais tu sais, pareil, pour exemple, le Mind-Muscle Connection, moi, j'aime ça, vu que je travaille avec une clientèle de débutante. S'ils ne ressentent pas leurs muscles nulle part, ils n'ont pas l'impression de travailler. Fait que je suis comme, à ce moment-là, ça peut devenir plus intéressant de justement soit faire des concentriques lents ou de garder un 2 secondes en partie contractée sous tension, tu sais, quand ils ne sentent pas les exercices en partie étirée, parce que c'est plus difficile de feel ton Romanian deadlift que ton leg extension, mettons. Là. Ouais. Mais comme, OK, ben, prends plus de temps pour descendre. Prends vraiment le temps de ressentir ton mouvement. Passe plus de temps en partie étirée. Pas parce que ça va amener plus d'hypertrophie, mais parce que si tu n'as pas la perception que tu as fait un effort pour ma clientèle, ben, tu as l'impression que tu travailles dans le vide et que tu n'as pas de résultats. Ouais. Surtout que les résultats peuvent prendre du temps avant d'arriver parce que tu commences en plus puis tu fais un paquet de changements dans ta vie. Fait que c'est pas vrai. T'sais, encore une fois, est-ce que le mind muscle, c'est la chose à réfléchir à? Non, mais est-ce que c'est complètement inutile? Non plus. 100%. Oui, puis il y avait on en avait parlé brièvement récemment aussi, mais il y a le côté, tu sais, un entraînement n'est pas nécessairement efficace juste parce qu'il feel vraiment difficile non plus. Non. Tu sais, il y a du monde qui aime ça se déconcrisser dans le gym. OK, t'as-tu progressé dans ce workout-là? Ça, c'est une autre histoire. Parce que on voit, tu sais, ça va vraiment être un stéréotype. Fait que ça s'adapte pas à tout le monde, là. Mais tu sais, le die-hard bodybuilder qui est genre, moi, faut que je sorte du gym là, en rampant. Mm-hmm. Un crossfitter. Ouais, mais tu sais, même les John Meadows de ce monde, là, ouais. Lui, il était reconnu pour... Moi, je me défonce dans le gym. Ouais. Je me souviens, il parlait... C'était-tu avec Dave Tate? Je pense que oui. Ou est-ce que Dave Tate contait l'anecdote? Parce qu'obviously, John Meadows est décédé aujourd'hui, mais il disait... on faisait un workout ensemble, puis un gros workout de jambes. Puis on arrivait à la fin du workout de jambes, puis comme... On avait forcé pas mal. Puis là, il était comme, on pourrait faire encore une coupe d'affaires de même. Puis là, il était comme, il dit, écoute... Il dit, si tu veux que je le fasse, je vais le faire. Là. Mais il dit, est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose qu'on fait en ce moment? Il me semble qu'on a déjà travaillé fort. T'sais. Fait qu'il y a le bout où est-ce que ça te prend un juste milieu aussi. Là. Mais je pense que l'aspect fatigue ou engendrer de la fatigue chez ton client, ou peu importe, là, un athlète,
il faut que ce soit vu justement comme une méthode d'adaptation. Fait que, tu sais, non, est-ce que de sortir du gym complètement vidé, c'est une bonne façon de progresser? Non. Mais une fois de temps en temps, un bon coup de pied dans le cul, ben, ça te permet une adaptation de dire ben, mes workouts efficaces, théoriquement, ben, soudainement, je deviens plus efficace à les faire parce que j'améliore ma tolérance à la douleur, j'améliore ma tolérance à la fatigue. Puis n'importe quel stress que tu mets sur ton corps, c'est l'hormone de l'adaptation, le cortisol. N'importe quel stress, ton corps va chercher à s'adapter. À noter que tu as dit l'hormone d'adaptation et non l'hormone de stress. Oui. Ouais, c'est bon, J'adore ça. J'adore. Je travaille avec l'Institut AT, hein, Ouais. fait que j'apprends de eux aussi. Mais, tu sais, fait que la grosse mode en ce moment dépasse pas 8 répétitions, 10 répétitions parce que tu deviens moins efficace, parce que tu engendres de la fatigue sur tes motoneurones. Cool. Tu peux-tu améliorer ça? Ouais, 100%. Tu peux devenir plus efficace dans ton recrutement musculaire malgré la fatigue qui s'installe. Sinon, les kayakistes avec qui je travaille, qui font du 1000 mètres pendant 75 secondes aussi vite que toi, tu fais un tour de patinoire, ben Chris, ils se sont adaptés à ça. Fait que quand ils viennent au gym, est-ce que je peux utiliser des méthodes conventionnelles de faut faire attention à la fatigue que j'engendre avec eux ou il faut que j'aille dans ces seuils de fatigue-là parce que c'est ça qui leur permet de s'améliorer. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Fait que toi, tu as toujours entraîné en faisant du 15 répétitions. Ça se peut-tu que tu sois efficace à faire ça? 100%. Ben oui. 100%. Fait que là, moi, je te dis que du 4, c'est meilleur pour toi. Tu vas avoir des résultats rapides. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau stress que tu cherches à t'adapter. Ah, tous mes clients font du 4 puis ils ont des résultats. Ouais, cool. Maintenant, ça va arrêter. Ils vont s'adapter à ça. Ils vont avoir moins de résultats. Il va falloir que tu trouves une autre solution. Fait que n'importe quoi que tu fais au gym, ça va engendrer une adaptation qu'il va falloir que tu comprennes puis que tu comprennes comment poursuivre cette adaptation-là avec d'autres méthodes de stress. Fait que, tu sais, engendrer de la fatigue au gym, non, aujourd'hui, c'est pas ça qui m'a donné des résultats aujourd'hui. C'était peut-être pas théoriquement la façon la plus efficace, mais ça se pourrait que la prochaine fois, je sois plus efficace à faire mon workout. Ah, j'ai fait de quoi de m'amener? C'était complètement épais. Là. J'ai fait 50 répétitions au squat avec mon body weight sur la barre. Okay? Fait que je pesais 185 livres à ce moment-là, 50 reps, pas le droit de raccrocher. Ouf. Ça me donne-tu de l'hypertrophie, ça? Pas à tout, fuck all. J'ai fait un tour... Tu vas avoir de l'inflammation locale, mettons. Ouais, c'est ça, mais... Tu sais, après 30, là, mon esti de casse, là, je faisais ça à 6h30 du matin en plus. Puis si j'avais pas eu mon partner d'entraînement, j'aurais raccroché, je l'aurais pas dit à personne, ça serait pas arrivé. Je me suis rendu à 50, OK? Je l'ai fait. Mais mes séries de 10 après, là, ouf, c'est facile. Là. Ouais. Fait que, est-ce que ma série de 50 a réellement apporté quelque chose? Zéro. Absolument pas en termes de développement musculaire. Mais ça m'a donné une tolérance à l'effort, à la douleur, une capacité à passer ça pour être capable d'aller chercher éventuellement les résultats que je voulais vraiment. Là. C'est une des raisons pour lesquelles j'encourage tout le monde à au moins une fois dans votre vie, prenez-vous une séance d'entraînement privé avec un coach qui a de l'expérience. Parce que le nombre de clients que j'ai vus dans les dernières années où est-ce que je leur ai fait faire des workouts puis je me rendais compte que si tu t'entraînes en temps normal comme tu t'entraînes avec moi en ce moment, là, c'est sûr que tu vas en avoir des résultats, mais pas autant que tu pourrais. T'sais. Puis ça, c'est le bout où est-ce que, tu sais, mettons une fois qu'ils ont atteint un échec, est-ce que ça a nécessairement des bénéfices additionnels d'essayer de leur faire craquer des partials ou de les faire tenir dans une position X ou whatever, juste pour le pousser une coche plus loin? Pas nécessairement. Mais si ça peut développer leur perception de l'effort pour faire comme « OK, je suis capable d'en prendre plus que je pensais », peut-être qu'après ça, quand moi, je serai pas là, ils vont être capables de l'appliquer aussi. Un petit peu plus loin. C'est ça. Tu sais, j'en ai parlé, je pense, 2-3 fois, mais j'avais eu un client que j'avais vu en workout ici. Je fais faire une couple de séries de seated hack squat. Dernière série de warm-up à 8 reps. Ta prochaine, elle devrait être à l'échec. Tu devrais pas être capable d'en faire une après. Tu te sentais à combien niveau perception de l'effort sur 10 celle-là? 8 sur 10 à peu près. OK, on va racheter une plate, puis comme ça devrait être popé. J'ai fait faire 23 reps au lieu de 8. Je suis comme là, t'es en train de me dire que ta série d'avant avec une plate de moins, c'était 8 sur 10? Il était comme, ouais, je pense que je vais monter un peu mon intensité la prochaine fois. Je suis comme, je sais pas, ouais. J'ai un exemple très similaire là, dans le gym, notre gym en fait. Tous nos clients, il faut qu'ils remplissent un questionnaire de readiness avant de commencer, puis il faut qu'ils nous notent leur perception d'effort du workout après
après leur séance. Puis nos abonnements populaires, si on veut, on appelle ça notre abonnement VIP, ça vient avec 2 séances privées dans l'année. Fait que les clients les placent comme ils veulent, puis on peut changer ton workout si tu veux. Bref, j'ai un client que dans la technique policière, là, il est habitué de la discipline, puis de travailler fort, puis etc. Fait qu'on fait, ses workouts, il me les note toujours à 4 sur 10, 5 sur 10. C'est un gars qui vient du foot. Fait que, tu sais, il sait c'est quoi la tolérance à la douleur, etc. Fait que, Mike, je vais prendre ma séance privée avec toi. Parfait. Il n'a même pas fini son workout. Le même workout, là. Toi, tu me dis c'est 5 sur 10, puis il me reste encore 3 exercices à faire avec toi, puis tu vomis dehors, man. Fait qu'il y a quelque chose que tu percevais mal ou que tu faisais mal. Ben, le coup d'après, je te promets que son workout, il était plus 4 sur 10 puis que j'ai vu une progression dans ses charges puis dans tout. Là. Il a appris à s'entraîner plus dur. Des fois, c'est juste d'avoir le push nécessaire pour agrandir ta zone de confort. C'est ça. That's it. Oui, mais la perception des gens de leur effort est vraiment pas très, très bonne. Là. Je pense que n'importe quel coach qui a entraîné quelqu'un en vrai, tu regardes tes clients ou tes clientes s'entraîner, puis dans leur tête, ils s'entraînaient fort, puis t'es comme, j'ai beau t'avoir répété que c'était pas ça l'échec musculaire. Quand ça fait mal, puis que tu penses que t'es plus capable, il t'en reste au moins 2. Ah ouais, au moins. La plupart du temps. C'est sûr, ça va dépendre des exercices, Oui. là, mais ouais, tu sais, si je vois que ta dernière rep, elle monte à la même vitesse que ta première, Non. là. C'était pas ta dernière, là. T'es encore capable. Là. Ah ouais, c'est juste ah ouais, que continue. tu écoutes ta bitch voice, là, puis tu décides que ça brûle un petit peu, je vais arrêter, je puis il est écrit 8, je puis non. C'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est écrit 8 sur le plan, mais encore lisse. Ah oui, vas-y. Tu mettras plus lourd la prochaine fois, sinon, c'est pas ça. Mais effectivement, les gens n'ont pas une très bonne perception de leur effort. Ou il y a l'inverse aussi. Moi, j'ai une couple de clientes, j'en ai une qui m'a écrit la semaine passée. Elle est comme, j'ai pas été capable de finir mon workout. Elle dit, j'avais vraiment envie de vomir. Je t'ai étourdi à moitié. Je suis comme, mais oui, mais là, c'est la première semaine, tu le fais. Donne-toi une chance, là aussi. Je suis comme, oui, je sais, je t'ai dit de te pousser, mais pas à ce point-là. Là, t'es supposé être capable de. Elle est comme, là, elle dit, faut-tu que je me retienne un peu pour être capable de le finir? Idéalement, oui. Là, je veux dire, il pousse, mais pousse. Gage ton intensité un Gage ton peu. intensité. Là. J'avais mis du 5x5 sur son high squat en commençant. Fait qu'elle l'a pris au sérieux, son 5x5. Là. Ah ouais, vraiment. Mais fait que, tu sais, il y a les deux extrêmes aussi. Là. T'en as-tu, des clients en performance athlétique, faut que tu leur dises comme, respire. Ben souvent, en fait, parce que, surtout quand on tombe dans des blocs de puissance ou etc., que souvent on utilise des charges qui sont moins élevées, moins lourds sur le système, moins de sentiments d'urgence, mais qu'on veut bouger à des vitesses explosives, etc. Fait que là, le client, il décroche 70 %. Tu sais, je suis capable de faire 14 reps avec ça, tu me demandes d'en faire 3. Ben, la perception d'urgence n'est pas là. Fait que là, il rajoute. Hey, minute, c'est pas ça ton objectif, on va ralentir. C'est sûr que dans le monde de la performance, surtout les sports de terrain, les sports de combat, les sports d'endurance, etc., sont habitués d'aller chercher ce seuil-là parce que si tu n'y vas pas, tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, ben, c'est fini ta carrière. Là. Fait que même dans le gym, ça se reflète. Mais comme je disais tantôt, si tu prends le temps d'expliquer les choses au client ou à l'athlète, ben, il va les appliquer le plus de la bonne manière possible puis il va comprendre pourquoi que je veux pas qu'il rajoute du poids sur sa barre à ce moment-là. Là. Mais ça, je me souviens, là, parce que j'en ai déjà fait des. Moi, c'était plus powerlifting que développement athlétique. Mais je me souviens quand je faisais plus du speed work, justement, t'as pas l'impression de travailler. Parce que c'est pas assez lourd pour que ton 3 reps soit difficile, mais tu fais pas assez de reps pour que tu fatigues non plus. Fait que tu lèves vite. Dans quel contexte? C'est quoi du speed work? Powerlifting. Fait que c'est que tu vas prendre, mettons, une charge moins élevée que ce que tu pourrais faire maximal, mettons, pour un 3-5 reps, genre. Sauf que le but, c'est juste de vraiment d'exploser ta charge. Tu veux le lever vraiment le plus rapidement possible. Tu veux vraiment développer de la vitesse. Mais c'est que vu que tu ne vas pas lever assez lourd pour que ton 3-5 reps te challenge, tu n'as pas l'impression d'avoir travaillé tant que ça. Mais tu fais tellement pas de reps que tu fatigues pas non plus. Fait que comme, j'ai bougé de la charge vite, tu raccroches. Les gars, OK, il se passe ça, c'est pas ta perception de la fatigue. C'est ça. Ça en revient à tantôt. Qu'est-ce que je disais? Ben, le client, il veut quand même sortir du gym en disant « J'ai travaillé aujourd'hui ». C'est que ça te prend. C'est que j'ai l'impression que ça prend un minimum de feedback. Que ce que tu as fait t'a mené à quelque chose de plus. Puis c'est juste. Si tu faisais juste du speedwork de même, mais comme j'ai bougé des poids rapidement. Ça prend un minimum de feedback rapide comme là, dans l'instant présent. Parce qu'éventuellement, tu sais, mettons justement avec cette programmation-là, son feedback, ça va être je suis plus puissant. Mais c'est que c'est pas quelque chose qui arrive là, autant comme les gens qui veulent perdre du poids, ben c'est pas après cet entraînement-là que tu auras perdu ton 5 livres. Mais si tu as l'impression que tu as sué, que tu as perdu de l'eau, tu as l'impression que tu t'es rapproché de ton objectif.
je pense. Ouais, mais comment on le fait, nous, dans notre milieu de la performance, là, c'est qu'on utilise le Velocity-Based Training, justement. Fait qu'on a des outils qui nous mesurent la vitesse de la barre instantanée. Fait que l'écran est devant l'athlète, il lève son squat, c'est écrit en mètres par seconde. Parfait, fais mieux sur ta prochaine rep. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à garder leur motivation puis leur perception d'avoir travaillé, justement, parce que si j'ai développé 800 watts avec ma rep au squat, ben Chris, je vais aller chercher 825 sur ma prochaine, je vais y en donner, là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le genre d'outil qui est cool, justement, pour le développement athlétique. Parce que le speed work pour le développement athlétique, ça va être super important. Mais tu n'as tellement pas de feedback instantané que ça fonctionne que c'est comme éphémère un peu. Fait que quand là, t'as quelque chose de très concret, t'es comme, OK, je pensais l'avoir explosé, je peux-tu l'exploser encore plus sur ma prochaine? 100%. Puis c'est motivant pour les athlètes aussi, qui sont constamment en progression, en compétition, parce que c'est la nature du sport. Ben là, ils sont en compétition avec la style machine puis avec eux-mêmes. Là. Mais c'est plus pratique pour toi en tant que coach aussi, parce que je veux dire, mettons, tu regardes son explosion à l'œil, tu peux difficilement dire qu'il a fait 0,25 de plus que la rep d'avant. C'est ça. Puis là, on déroge un peu des médias sociaux puis de l'aspect fitness, là, mais en milieu athlétique. Puis ça, c'est vrai aussi dans le milieu du fitness. Là. On dit que ton 1RM, ton pourcentage de maximum quotidien, il varie de plus ou moins 9% pour une multitude de raisons. Ton sommeil, ton alimentation, ton whatever. Mais moi, je fais de la vitesse aujourd'hui, puis j'utilise des pourcentages pour déterminer la charge de la barre de mon athlète. Bien, entre 70% et 79%, là, moi, je ne le verrai pas à l'œil. Là. Non. Mais pour lui, c'est un monde de différence. Puis, tu sais, c'est 3 répétitions moins par rapport à son échelle de répétition, le continuum de Charles Poliquin. Mais à l'œil, comme coach, je ne le verrai pas. Mais j'ai changé de zone de vitesse, par exemple. Mais avec la machine, ça me permet de réellement adapter mon intensité, mon volume, selon les paramètres que je vais avoir programmés. À même titre que si je donne une vitesse qui est, disons, 1 mètre par seconde, puis qu'après 3 répétitions, il est à 0,9, je m'excuse, mon homme, ton set est fini. On va réajuster ta charge parce que moi, c'est une zone d'intensité que je veux travailler et non pas une charge qu'on cherche à travailler. Éventuellement, je veux que la charge à monte pour une même vitesse. Sinon, on va réajuster. Mais au jour le jour, ça me permet d'adapter mes variables d'entraînement instantanées comme ça. Oui, puis ça, c'est cool parce que probablement la meilleure façon de mesurer la fatigue d'un athlète, whatever, c'est directement ses performances. Fait que si tu vois que tu lui donnes la même charge que la semaine passée puis il bouge moins vite, des petites nouvelles pour toi, mon gars, là, comme tu donnes ton maximum, mais tu n'es pas capable de donner ce que tu me donnais la semaine passée, ton niveau de fatigue est un peu plus élevé en ce moment. Peut-être qu'on va dropper ta charge pour aujourd'hui. Ben, c'est ça. En fait, on va la dropper pour aujourd'hui, puis on va voir comment que ça va se corriger dans les prochaines séances. Là. Puis après ça, on va te donner un break, on va changer de quoi. Là. J'ai une question de la fin pour toi, parce que là, tu m'as fait repenser en revenant sur les réseaux sociaux. C'est quoi le ou les arguments que tu as eus qui étaient le plus challengeant pour toi avec les réseaux sociaux? Genre, quel sujet? Hey, c'est une bonne question, ça. Challengeant dans le sens comme ça challenge ses propres croyances ou whatever? Ou? Comme tu veux. Ce qui t'a le plus marqué. À cause des médias sociaux, Ouais. ben en fait, je considère que je me challenge quotidiennement. Puis tu sais, c'est un peu ça qu'on disait tantôt. Non, mais mettons quelqu'un qui a dit quelque chose que tu as fait. Ouais, c'est ça. Oui, mais justement, c'est là que je veux en venir. Tu sais, il y a différents camps ou visions des choses, etc. Puis quand quelqu'un dit, peu importe là, que ce soit les 4 répétitions qu'on parlait tantôt ou le 3 minutes de repos qu'on n'a pas parlé non plus, ben si moi, ça ne rentre pas dans ma façon d'appliquer cette théorie-là, ben je vais aller chercher, je vais aller voir, puis je vais voir, ça se peut qu'il ait raison dans son contexte à lui, mais peut-être que c'est pas applicable pour moi, ou peut-être que je peux l'appliquer d'une manière différente, ou whatever. Fait que, je considère que les médias sociaux, je m'en sers encore pour me challenger quotidiennement. Mais est-ce qu'il y a un sujet... Avec les médias sociaux, je vais te dire non, parce que je suis quand même plus vieux que les médias sociaux. Moi, j'ai commencé à faire ça, puis Facebook, là, ça servait juste à écrire des messages sur ta page. Là. Genre, il n'y avait même pas de Messenger. On écrivait nos messages direct comme ça. Il n'y avait même pas de photos. Mais... Old school Facebook. Ah, ouais, exactement. T'sais, Instagram, TikTok, ça n'existait pas. Là. On a appris à travailler. Des pokes. Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, juste le... Je pense que c'est beaucoup côté alimentation que j'ai évolué dans les dernières années, même si je ne m'occupe pas de l'alimentation avec mes clients. Tu sais, juste, Charles Poliquin était très... Je viens du milieu de Charles Poliquin, là. Les carbs, c'est le démon. Il faut que tu mérites. C'est ça, il faut que tu mérites tes glucides. Puis moi, j'ai évolué énormément avec ça. Là. Puis on travaille avec une nutritionniste depuis nos débuts, nos athlètes. On réfère à une nutritionniste. Puis qu'est-ce qu'on s'est chicané là-dessus, moi, puis elle?
je m'excuse, mais elle avait raison. Là. Puis moi, j'avais tort. Puis aujourd'hui, je suis capable de l'admettre. Puis je vois ça d'une autre manière. Fait que, est-ce qu'en évoluant, il y a des idées qui m'ont challengé puis qui m'ont fait changer mes idées 100%? Est-ce que c'est les médias sociaux? Non, je suis trop vieux pour ça. Mais ça, c'est le bout. Je suis pas mal sûr, j'en ai déjà parlé aussi, mais je fais exprès de suivre du monde ces réseaux sociaux avec qui je suis vraiment pas tout le temps d'accord. Parce que ça me force à soit me questionner sur ce que moi je pense, ou juste ça va renforcer ce que je pense déjà. Puis je suis comme, non, moi je pense vraiment que t'as pas raison. Ou des fois, ça va juste faire comme, ben je pense pas vraiment l'appliquer, mais j'avoue que dans certains contextes. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont des statuts sur les médias sociaux qui font en sorte que personne les challenge. Puis, tu sais, je vais prendre Christian Thibodeau. Là. Christian, là, il pose des choses, là, puis tout le monde est toujours d'accord avec Christian. Puis c'est vrai qu'il est fucking bon. Christian, c'est mon mentor, là, puis j'ai en haute estime Christian. Mais, asti, je m'ostine avec lui, moi. Puis, tu sais, j'ai dit des fois que je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, puis on va discuter, puis comment on a fait, toi puis moi, ensemble, etc. Puis ça se peut que ce soit moi qui aille tort, mais il va me l'expliquer, etc. Mais jamais sur les publications à Christian, il y a quelqu'un qui va lui dire « Non, c'est pas ça ». C'est pas comme, je m'en viens, Christian, je vais le faire. C'est correct, challenge accepted. C'est pas comme du monde comme Paul Carter qui se fait envoyer des death threats à chaque fois qu'il fait un post. Là. Ouais, mais tu sais, le monde qui te challenge, ben il les bloque. Fait que, tu sais, au final, est-ce que tu veux vraiment avoir une argument? Peut-être qu'il s'est monté un personnage qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est plus capable d'avoir des échanges civilisés avec ces gens-là. Oui, puis je le comprends, c'est ça. Je le comprends quand même parce que des fois, les gens, ils sont vraiment pas civilisés comme vous deux, Ah, comme moi. 100%. Fait qu'à un moment donné, tu viens juste à OK, mais tu sais, prends juste TikTok, là. Moi aussi, là, le monde, je veux dire, à un moment donné, j'ai bloqué parce qu'ils disent la grosse merde, puis t'es comme, j'ai pas d'énergie. Ouais, c'est ça, je suis quand même 100%. d'accord avec. Je suis quand même d'accord avec. Tu sais, il y a bien du monde qui dit que Paul Carter, il a un petit tempérament, puis qu'il va bloquer le monde rapidement, puis jusqu'à un certain point, je suis quand même d'accord. Mais comme. J'en parlais avec Nick justement cette semaine, puis je dis, tu sais, l'endos de la médaille qu'on voit pas, c'est que il se fait shooter des DM de c'est ça. hate. Puis tu sais, pas juste genre, hey, t'es un cave, j'aime pas ce que tu fais, genre, j'aimerais ça que tes filles meurent. Là. Non, c'est ça. Genre, les réseaux sociaux, là, juste parce qu'il a dit quelque chose qui fitait pas avec ce que toi tu pensais par rapport à l'entraînement, là, comme. Tu sais, il y a sûrement un modérateur qui gère ça pour lui aussi, là, qui fait OK, mais tous ces commentaires-là, bloqués, parce qu'à un moment donné, tu peux juste plus gérer. Là. C'est une charge mentale complètement inutile. Fait que moi, je le comprends. 100%. Ça enlève des fois des arguments de qualité qu'il aurait pu avoir avec des gens puis aider à évoluer. Mais je veux dire, c'est ça le prix à payer pour tout le monde qui donne des commentaires qui vont juste nuire à sa vie, là, de se faire dire genre tes filles méritent de mourir, je sais pas, là, moi je vais bloquer tout le monde. Ouais, c'est ça, mais ça revient à ce qu'on disait, c'est juste à un moment donné, faut juste arrêter d'être tellement émotif par rapport à ce que toi tu dis, puis de garder un esprit ouvert. C'est juste qu'il y a tellement pas beaucoup de place pour ça sur les réseaux sociaux. C'est t'es noir ou t'es blanc. Si t'es dans une zone de gris, t'as pas rapport. Non, mais c'est parce que les gens ils ont une capacité d'attention qui est l'équivalent d'un poisson rouge. Fait que si t'arrives pas à stimuler ça, ton message il passera pas. Fait que là, je pense que les gens ont la mauvaise manière de faire passer le message. Est-ce que ça va évoluer? Sûrement, parce que tout a évolué depuis le début de leur apparition. Fait que, à un moment, de plus en plus, les gens sont consciencieux de ce qu'ils consomment, puis de plus en plus, moi, de ce que je remarque beaucoup avec ma clientèle aussi, les gens, ils sont tannés de se faire garrocher des affaires pas de contexte, puis ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis là, les gens commencent à avoir le sentiment à l'intérieur que ben là je sais plus quoi faire, je suis perdu parce que ben là j'ai lu que ça c'était bon, mais là il y a l'autre personne qui a aussi une bonne tribune a dit que c'est pas bon finalement, fait que je sais plus qui croire, tu sais, fait que je pense que la nuance s'en vient. Ça s'en vient là, le temps de la nuance là, ça arrive. Puis là encore dernière question là, parce que ça fait longtemps, mais parce que tu as ramené quelque chose que tu as dit qu'on n'a pas parlé. Le 3 minutes de pause. Ouais. Je savais qu'en parlant, Jess allait faire comme OK, on va en parler. Oui. Tu sais, les pauses longues pour rendre ta série le plus efficace possible, OK? Oui. Bon, ça fait peut-être 2 ans là, que ça a pris une grosse proportion d'importance ces médias sociaux. Avant, c'était prends pas de pause parce que t'es pas une tapette puis tu t'entraînes fort. Puis là, c'est genre, faut que tu prennes des pauses, sinon... C'est ça. Mais des études qui ont démontré que les pauses longues pouvaient amener plus de bénéfices, là, ça date des années 90. Là. C'est pas nouveau. Tu sais, Scott Enfield, là, il en a publié des choses qui datent du début des années 90 sur ce sujet-là. Mais là, c'est devenu hyper important parce que récemment, il a publié une autre étude qui démontrait que c'était important. Qu'est-ce qu'ils font les gens pendant leur pause? Gossent leur sel. Gossent leur sel. Ils vont parler. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé dans un gym public parce qu'on a un gym privé. Là, mais, tu sais,
ta pause, elle sert à ce que ta prochaine série, Soit tu plus t'en vas à efficace. fucking guerre, là. C'est la guerre, là. Tu sais, moi, je vais faire un squat qui est pesant, là. J'ai ma musique dans mes écouteurs, là, puis je marche autour du gym, là. Puis j'ai de l'air d'un psychopathe, mais une chance, on a un gym pour ça. Mais c'est à ça qu'elle sert, ma pause. Pas passer 4 minutes sur TikTok à avoir de la dopamine, puis arriver à ma prochaine série heureux. Non, je suis pas heureux, je m'en vais à guerre. OK? Fait que si toi, ça te prend 1 minute et demie pour rester attentif, ça se peut que ça soit plus efficace pour toi, là. Puis, tu sais, là, moi, je viens du milieu athlétique. La majorité des athlètes, ils drivent sur l'adrénaline. OK? Si je leur donne 4 minutes de pause entre leurs séries, automatique, ils vont faire autre chose. Ils vont aller sauter sa boîte, ils vont faire des chin-ups, ils vont toucher une machine qu'ils n'ont pas dans leur programme. Ils vont aller ils vont pitcher un ballon dans le mur. Ils vont aller s'occuper parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'attention-là, ils recherchent l'adrénaline. Bien, qu'est-ce que je fais? Je respecte 4 minutes de pause parce que c'est la théorie ou je rends son moment à lui le plus optimal Pause possible. active. C'est ça. Puis, dernier argument, tout s'adapte. C'est un stress, tu t'adaptes à ça. Fait que si toi, tu t'es toujours entraîné avec 1 minute de pause, mais ça se peut-tu que tu sois efficace avec ta minute de pause? 100%. Puis les études, puis ça, c'est bon là, pour n'importe quelle variable d'entraînement, la moyenne des études, c'est 8 à 12. 12 semaines, on est fucking chanceux. 8 semaines, c'est la grosse moyenne. Mais 8 semaines, as-tu vraiment observé une adaptation avec 8 semaines? C'est quand même court comme adaptation. Là. Fait que t'es allé observer ce que tu voulais observer. Mais ton adaptation dans le temps sur des mois, des années que toi, t'as engendré avec tes méthodes d'entraînement sont là pareil. Là, je vais donner un exemple. Okay? Au foot, 45 secondes de temps de repos entre les jeux dans le football canadien. Okay? Mon joueur de ligne, là, c'est les tranchées à tous les jeux. Là, okay? C'est des bonhommes qui pèsent 300 livres, ça se tape sa tête. C'est la position la plus difficile physiquement sur le terrain. Je fais du bench. Moi, je veux qu'il soit fort à toutes les 45 secondes. Fait que si j'arrive à y faire du bench pesant, proche d'un certain niveau d'intensité, puis que de semaine en semaine, je diminue son temps de repos, puis qu'il garde le même niveau de force, Win. j'ai gagné. Puis j'améliore ses qualités physiques. Mais lui, c'est quoi son adaptation? C'est une récupération qui est plus rapide pour être en mesure de fournir un même niveau d'effort. C'est ça que tu cherches avec ta pause de 3 minutes au final. Être en mesure de fournir le même niveau d'effort. Mais si tu es capable avec une pause plus courte, pourquoi j'irais prendre 4 minutes pour perdre mon temps au final? Ouais, mes besoins, c'est pas ça du tout. Là. C'est ça. Fait que, théoriquement, est-ce que c'est vrai? 100%. Puis ça, c'est là qu'on revient avec la théorie nous donne des balises. Comment est-ce que moi, je peux l'adapter au tempérament de mon athlète, à sa personnalité puis sa réalité à lui, vraiment. Là. Et le contexte dans lequel ton athlète doit l'utiliser. C'est ça. Parce que s'il récupère en 4 minutes, mais il fallait qu'il récupère en 45 secondes, C'est ça. on a un problème. Ça, c'est un exemple dans le monde de la performance athlétique, mais dans le monde du fitness, c'est la même chose. Là, toi, ça fait 10 ans que tu t'entraînes avec 45 secondes de pause, 1 minute sur tes exercices isolés parce que tu aimes ça ressentir la pompe. Ben, d'où t'es bon là-dedans? Fait une fois de temps en temps, je vais te donner plus longue pause pour que tu ailles chercher des adaptations différentes, mais t'es bon là-dedans. Et le nombre de fois dans les dernières années que j'ai donné des temps de récupération plus longs à mes clients qui étaient habitués de prendre du genre 45-60 secondes de pause, qui est genre « Dude, mes charges ont explosé! » Ben, je sais pas, tu récupères pas mal plus que tu faisais avant. Là. C'est ça. Fait que tout fonctionne au final. Reste à savoir l'adapter au moment présent de ton client. Fait que 3 minutes, ouais, c'est cool, mais si tu prends ces 3 minutes-là pour vaguer sur TikTok, ta prochaine série n'est pas vraiment meilleure. Là. Oui, puis il y avait même au moins une étude qui avait regardé mettons, l'impact que scroller sur les réseaux sociaux avait sur tes performances quand tu scrollais entre tes sets, puis ça diminuait tes performances par rapport à quand 30%. Tu le faisais pas. Fait que, tu sais, exactement comme tu dis, t'auras beau prendre ton 3 minutes de pause, cool. Si pendant ton 3 minutes, tu fais juste te distraire puis t'es plus dans le mindset fuck all de t'entraîner fort. Là. Et c'est encore une fois des ressources de ton système nerveux puis de ton système dopaminergique que tu aurais dû utiliser dans ton workout, que tu utilises ailleurs, là, ça tire du jus. Là. Puis cette étude-là, qu'est-ce qu'il avait comparé avec? Je sais pas si tu sais. C'est l'écoute d'un documentaire. Fait qu'il il faisait une charge qui était stimulante au niveau du cerveau. Puis les gens qui écoutaient le documentaire avaient des meilleures performances. Moi, j'ai des athlètes, ils jouent aux échecs sur leur téléphone. Fine, man. Okay. Ça, c'est correct. Ils lisent. Fine, c'est correct. Entre leurs sets? Ouais, ben ils lisent sur leur téléphone. Ils lisent des articles, ils lisent. Non, mais ils lisent des articles, ils lisent des choses comme ça. Fait qu'ils se stimulent intellectuellement. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas la même réponse au niveau de ta gestion du stress, etc. Fait que non, tu joueras pas à Clash of Clans pendant tes séries. Ça, c'est pas stimulant. Mais tu joues aux échecs avec ton partner gym sur ton téléphone. That's it, man. C'est correct. J'adhère à ça à 100%. C'est juste d'aller chercher les bonnes sections dans le cerveau. C'est ça, exactement. C'est toujours une question de contexte. C'est ça.
100%. Hey, c'était très cool. Si Merci. t'avais un dernier mot de la fin sur lequel laisser le monde. Un mot. Non, mais comme final thought, mettons, là, par rapport aux réseaux sociaux, les contextes, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Là. Et un seul mot. Et littéralement un seul mot. Recule. Recul. Prends du recul quand tu J'aime observes ça. les médias sociaux. Il y a juste un paquet de monde qui va être comme. Les accidents après ce podcast. Ça me concerne pas, mais Non. t'as pas d'affaire avec ces médias sociaux pendant que tu recules, par exemple. Non, mais c'est écoute Spotify en Ouais, char. c'est ça. ça. Ça, c'est vrai. Mais ouais, final thought, là, par rapport à réseaux sociaux, les contextes, tout ce qu'on a parlé, si tu voulais, comme laisser le monde avec un dernier mot à retenir. Là. Les médias sociaux sont pas mauvais. Là. Ça reste une des bonnes choses pour évoluer nos connaissances dans le milieu de l'entraînement. Mais apprends à prendre du recul sur ce que tu observes, puis va chercher de l'information de tout le monde, parce que c'est vraiment comme ça que tu vas arriver à comprendre comment l'appliquer sur toi-même ou avec tes clients. Là. J'aime ça. Fait que gardez l'esprit ouvert, prenez du recul, puis essayez de prendre un petit peu des informations de tout le monde, faites-vous un esprit critique. Parlez à du monde. Comme aller poser des questions, aller voir le monde. Parlez gentiment aux gens. Oui, c'est ça. Envoyez-les pas chier juste parce que ça attaque vos biais émotifs. Là. Mais parler à du monde, moi, j'ai vraiment aimé ça quand on a jasé ensemble. Parce que j'étais comme, moi, des conversations comme ça, je suis guéri. Puis j'étais comme, ouais, j'aime ça. Mais, 100%. Mais comme, j'aime apprendre puis jaser avec du monde qui sont passionnés puis qui aiment ce qu'ils font aussi. Parce que je suis comme, soit je vais apprendre quelque chose, soit, ben écoute, comme je disais, ça va me faire voir quelque chose que j'ai jamais vu ou je vais renforcer mon propre opinion, mais dans tous les cas, j'en ressors gagnant. C'est ça. Puis les gens qui restent bloqués sur leur vision, puis qui sont prêts à avoir des discussions comme ça, ben, au final, ils comprennent même pas ce qu'ils t'expliquent. C'est Fait ça. que- Ben, puis ils veulent pas qu'on C'est ça. Fait que écoute-les pas, eux autres. C'est ça, c'est qu'habituellement, c'est que si t'es trop boqué sur ton point, c'est que t'as de la difficulté à appliquer un contexte. C'est ça. C'est juste, j'applique ce que j'ai lu, peu importe le contexte, mais il y a toujours du contexte. Là. 100%. Si on veut te suivre, Instagram, c'est le plus facile. Mike.chagnon sur Instagram. C'est là que ça va être le plus Puis simple. votre gym privé, Frappe. F-R-R-A-P. Fait que Instagram, Facebook, avec Frappe. c'est où? C'est à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, exactement, mais avec notre page de gym, mettons, on partage pas d'informations formatives, si on veut. Là. C'est vraiment plus le milieu du gym, nos athlètes, la vie quotidienne au gym qu'on partage là-dessus. Puis le côté informatif, c'est nos médias personnels. Là. OK. Cool. Puis Super. as-tu des prochaines, pas formations, mais conférences que tu vas donner prochainement? Dans la semaine prochaine, en fait, je reviens à Boucherville pour la fédération de kin, mais c'est pas la fédé de kin, là, c'est AKKOMP, là, je sais plus exactement, mais c'est une fédération de kin, kinésithérapeute, massothérapeute, etc. Juste comme taper sur le keyboard, ça a donné Ah, ben, ce c'est qu'elle a. c'est ça. On s'arrange avec. Fait que je donne une conférence pour leur fédé la semaine prochaine sur sélection d'exercices pour la vitesse. Ouh. Nice. Ouais. Très cool. Je pense que ce podcast-là va sortir après, fait que désolé si vous aviez voulu aller le voir. Mais très cool. Hey, merci beaucoup de t'être déplacé encore de Trois-Rivières. C'était super cool. Merci. Excellent. J'espère que vous avez appris des trucs aussi puis que vous allez garder des trucs en tête. Fait que Jess, NIH, WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Ils sont aussi disponibles dans tous les shops santé. on a encore oublié de sortir Les pots. les pots. Puis finalement, si vous vouliez de la petite merch Woke Up and Chose Violence, c'est toujours d'actualité. Fait que les liens vont être dans nos bios sur Instagram et dans la description du podcast sur YouTube, Balado et Spotify. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.